Alors, let's go. Donc, on va faire une petite session. On va parler des futurs, de l'open interest, et on va finir par les options en simplifié. Voilà. Donc, ceux qui savent déjà trader les options, je vais quand même peut-être vous donner des pistes pour le rendre plus facile à visualiser, mais ça va rester du niveau simple. Dans tous les cas, je n'ai pas la prétention pour faire les options en termes complexes parce que franchement, c'est vraiment un outil extrêmement compliqué. Voilà. Mais même sans tout comprendre aux options, il y a déjà moyen de faire pas mal de choses. On y viendra. Donc juste, je vais faire une toute petite review de marché juste avant. Alors, donc si on reprend juste le daily. Alors, après, je vous montre mon graphe. Il n'y a pas de bon ou de mauvais graphe. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, les traits blancs, ils comptent pas, hein, c'est juste des alertes. Voilà. Donc, pour moi, voilà, on est toujours dans une deuxième, et là, c'est la troisième vague. Donc, potentiellement, il y a a priori peut-être du jus pour aller encore un petit peu plus haut. Voilà, jusqu'où on va voir. Mais a priori, c'est ce sur quoi on pourrait parier. Ça n'arrivera peut-être pas, mais moi, c'est ce sur quoi je parie. Ensuite, en 4 heures, alors on va prendre plutôt un graphe diario. En 4 heures, qu'est-ce qu'on a? On a ici, du coup, la dernière jambe qui s'est lancée. Et si on zoome, donc là, on a un espèce de long range. Voilà. J'ai toujours envie de comparer avec notre ami, là. Je vais le mettre là. J'adore ce graphe, je me trompe peut-être, hein, mais moi, je le trouve assez proche. Voilà. Tac. Là, on a un premier pump, voilà, un espèce de petit range là. Un deuxième, bon, lui, il a complètement réintégré. Lui, c'est pas tout à fait son cas, même si, regardez, il a fini à ce niveau-là, donc c'est assez similaire quand même. Un autre pump ici, et là, il a l'air de faire ça, voilà. Et là, en fait, typiquement, on serait là, quoi. Donc, on peut quand même s'attendre à éventuellement un petit fausse cassure ou quoi, et ranger. C'est juste que moi, si je reprends mon graphe, alors sur BTC, c'est un petit peu différent, parce que pour moi, la résistance est quand même un peu plus haute, et que ici, techniquement, il était vraiment sous ma résistance, alors que là, il n'y a pas vraiment de résistance au-dessus. C'est-à-dire que pour moi, il y a vraiment un trou, et la prochaine résistance, c'est 34. Parce que pour moi, la résistance, en fait, on est déjà posé dessus. Si on se met en 15 minutes, la résistance, en fait, elle est ici, là. Donc on est déjà au-dessus. Donc c'est un léger cas un tout petit peu différent. Mais voilà, je vois bien une espèce de conso bullish qui finit par casser. Euh, c'est un petit peu différent pour Ethereum parce que lui, Ethereum, pour le coup, sa résistance est là, mais il n'y est pas encore. On peut peut-être s'attendre à une espèce de pump comme ça. Et, j'en sais rien. Je donne juste. Là, pour le coup, c'est de la pure spéculation. C'est-à-dire que c'est pas du trading le trading réagit à ce qu'on voit. Là, c'est vraiment de la pure spéculation. Essayer de deviner ce qui va se passer. C'est spéculateur et trader, c'est pas la même chose, hein. Donc voilà. Et là, on a fait un espèce de pump qui a fini par une absorption de liquidité sur les longues, qui était venu un petit peu tardif. Et a priori, on fait un petit range, etc. Voilà. Donc maintenant, techniquement, on ne sait pas où ça peut aller. Et là, on va essayer de chercher des informations qui peuvent nous permettre d'avoir plus ou moins d'informations en notre faveur. Donc, déjà, le premier argument, c'est déjà toujours le même, c'est que en général, au sein d'une vague, il y a 3 vagues, voilà, et cette vague, elle est pas finie. Et même au sein des mêmes vagues, il y a 3 vagues à l'intérieur de ces mêmes vagues. Et la première vague, c'est les premiers acheteurs. La deuxième, c'est ceux qui arrivent un petit peu en retard, mais qui profitent quand même du mouvement. Et à la fin, on a eh bien, tout le FOMO avec les fameux coiffeurs, pour faire plaisir à nos amis coiffeurs, qui en général rentrent sur la dernière vague, et c'est là où ça va en général corriger. Vous voyez, une vague, 2 vagues et 3 vagues, et ça corrige, etc. Parce que là, on a eu qu'une seule vague. Donc, il y a potentiellement le jus pour en faire une deuxième et une troisième. Et on voit qu'en général, quand on a des trucs comme ça, en fait, on a des consolidations qui sont très serrées. Voilà. Bon, ok, là, il y avait un petit dump avant de repartir. Et là, par exemple, c'était conso très serré, ça repart, etc. Là, c'était conso très serré et ça part direct.
Là, bon, il y a eu une price action qui était un petit peu longue, mais on a quand même eu une conso serrée relativement. Voilà, si on prend de là jusqu'à ici, vous voyez, ça tient dans les 0,236, à part les petites déviations. Mais on reste quand même dans une conso très serrée avant de repartir. Voilà. Donc là, on en est où? Si on reprend le bas ici et qu'on se met là-dedans, eh bien, regardez, on est toujours dans cette fameuse consolidation serrée. Donc c'est quand même plutôt bon signe. Voilà. Tant qu'on n'a pas cassé les 29, on peut dire 950, mais bon, je pense qu'on peut toujours laisser un petit peu de place. Hein, 29 650, on est toujours bon. À noter que voilà, en 4 heures, ici on a fait un creux déjà qui est au-dessus du précédent. Donc là, la tendance est de base haussière en 4 heures. Donc normalement, si on fait un autre pullback, on devrait avoir un pullback qui est en toute logique équivalent ou plus logiquement même au-dessus du précédent. Donc a priori, la tendance est toujours haussière à ce niveau-là. Ensuite, check quand même au du range, petite déviation là. On va voir ce que ça donne. Ensuite, qu'est-ce qu'on a c'est mon compte. Ici, on va regarder l'open interest. Alors, on va essayer de regarder comment le lire. Donc, il y a plusieurs façons déjà de prendre l'open interest en tant que tel. En vrai, attendez, je vais prendre une nouvelle fenêtre, ce sera beaucoup plus clean. Alors, l'open interest, du coup, ici, qu'est-ce que c'est? Déjà, on va essayer de définir l'open interest pour ceux qui ne connaissent pas. Dès qu'on va ouvrir un contrat, eh bien, on va avoir $1 d'open interest qui est ajouté. Donc, pour ouvrir un contrat, il faut évidemment un acheteur et un vendeur. Voilà. Donc, ça, c'est important de le savoir. Donc, du coup, à chaque contrat, eh bien, on va augmenter de $1. Donc, comment est-ce qu'on peut utiliser l'open interest? C'est que, d'une manière générale, l'open interest, je dirais que c'est plutôt pour du trading, on va dire pour moyen terme. Voilà. On peut s'en servir pour du long terme. Les institutionnels, ils vont prendre des contrats futurs, voilà, par exemple. Donc les contrats futurs ne sont pas des contrats perp, hein, on y viendra juste après. C'est tous les dérivés en fait, c'est tout ce qui concerne les dérivés. Donc les dérivés, le plus utilisé, c'est les contrats perpétuels. Mais voilà, si on appuie ici, on peut voir tous les contrats qu'il y a. Donc il y a des contrats perpétuels classiques, des inversés, des quaterly, des outils machin. Il y a vraiment un peu de tout là-dedans. Donc ça, on y viendra un petit peu après pour comprendre comment ça marche. Mais voilà. Et du coup, plus l'open interest monte, plus ça veut dire qu'il y a des gens qui sont dans le trade et surtout pour faire plus ou moins du court terme en fait, ou du moyen terme. Ils veulent jouer plutôt un mouvement en fait. Voilà. C'est souvent comme ça que ça va se passer. Après, c'est pas toujours le cas. Vraiment, il y en a qui vont prendre sur du long terme. Si on regarde BTC sur du long terme, eh bien, on peut voir voilà, que l'open interest, voilà, il reste quand même, il y a quand même 7 milliards en jeu, même ici. Et quand on commence à descendre, voilà, on n'a pas zéro, on a quand même 6 milliards et quelques. C'est juste qu'en haut, on était monté à 20, on finit jamais à zéro. Voilà. C'est juste les contrats qui sont ouverts. À noter que les contrats qui sont ouverts sur les futurs, enfin surtout sur les pertes, ils coûtent de l'argent. C'est-à-dire qu'il faut payer pour rester en position. Et ça, c'est avec des petites sommes, c'est pas forcément très cher, mais si on le garde vraiment longtemps, ça peut commencer à faire des petites sommes, quoi. Je crois que c'est 0,01% toutes les 8 heures en frais de tenue de position. Pourquoi? Parce que quand on prend des perps, eh bien, on doit faire un prêt pour pouvoir on doit faire un prêt pour pouvoir trader en fait. Donc ce prêt, bah, il faut le payer. Donc on va rezoomer et on va essayer de regarder qu'est-ce qui était intéressant par exemple. Voilà. Quand on a dans un vrai bull run, eh bien on va voir que tout l'open interest, il va vraiment remonter, etc. Parce qu'il y a des nouvelles liquidités qui arrivent. Il y a beaucoup d'argent qui rentre en jeu. On commence à 6 milliards, on commence à 20 milliards. On finit à 20. Ici, on est dans un marché différent. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il y a la thèse de l'éco-bubble qu'on a depuis le début. Donc, ce serait une espèce de petite bulle à l'intérieur de celle-là. Voilà. C'est pour ça moi, j'ai des targets, par exemple, qui sont plus de 39 000 et quelques.
c'est parce que à partir de là, on va dire, je pense que ça va corriger. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'il y a très peu d'ajouts de liquidité. Voilà. Là, il y a enfin eu, depuis janvier, on va dire, une vraie franche augmentation. On est passé de 8 à 10. Voilà. Alors que là, on était passé de 6 à 8. Bon, voilà, à peu près autant que le début. Sinon, il n'y a vraiment rien eu en plus. C'est-à-dire que quoi qu'il se passe, le prix il avait beau varier, il n'y avait pas vraiment plus d'argent frais dedans. Et si on veut que le système il augmente vraiment, bah, il faut plus d'argent frais, quoi, ce qui est logique. Là, on a enfin une première vague d'argent frais qui arrive, ce qui est plutôt, a priori, malgré tout, bon signe. Voilà, je pense. Il n'empêche que de l'argent frais, c'est aussi de l'argent qui peut eh bien, se faire absorber par aussi des entités qui pourraient vendre spot pour eh bien, récupérer tout cet argent frais. Voilà. Il y a toujours un combat un peu entre les spots et les dérivés, parce que les spots, c'est eux, en général, ils viennent vraiment pour acheter le produit, plutôt pour du moyen long terme, et les dérivés, ils viennent plutôt pour du court moyen terme. Et en plus, ils vont utiliser des leviers, etc. C'est beaucoup plus pratique pour pouvoir faire du trading. Voilà, c'est un outil qui est extrêmement pratique. Je reviendrai un petit peu pourquoi est-ce que les futurs c'est plus pratique que le spot pour trader, mais les raisons sont multiples. Donc l'open interest, comment s'en servir? Donc là après on va essayer de zoomer et on va essayer de regarder comment réagissent les mouvements en fait. Alors si on prend par exemple ce dernier mouvement, on peut voir voilà donc là il se passait pas grand chose. Hein. Bon, on peut regarder l'open interest, etc. Et là qu'est-ce qu'on voit? On voit des choses qui sont intéressantes. On voit par exemple que ici l'open interest monte pendant que le prix il descend. Vous voyez, ça c'est pas un comportement logique en fait d'une manière générale. Si on part du principe que les gens ils vont en moyenne plutôt longue que short, ce qui est assez souvent vrai quand même, eh bien l'open interest est censé monter quand le prix monte. Voilà. Parce que là on peut se déduire que ok soit il y a des gens qui ont été piégés là-dedans en voulant en longue et donc du coup on voit à la fin vous voyez qu'il y a une baisse d'open interest qui est assez violente ici. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui se sont fait clôturer, probablement de force. Voilà. Je ne pense pas qu'ils ont TP. Je pense qu'ils se sont surtout fait clôturer de force ici. Et ils ont du coup perdu de l'argent. Voilà. Donc, soit c'était des gens qui ont long ici, ils ont été obligés de fermer. Soit c'était par exemple des shorts, etc. Et à la fin, une liquidation longue. On peut aussi avoir les deux. Hein. Par contre, qu'est-ce qu'on voit ici aussi? Eh bien, on voit que le prix il monte, mais que l'open interest il baisse. Ce qui n'est pas logique d'un point de vue si on devait prendre le truc simplement. Si on devait le prendre de façon simplement, le prix il monte, il y a des gens qui rentrent dans le trade, donc ça fait monter l'open interest. Donc si on voit l'open interest qui baisse ici, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui se sont fait liquider ou qui ont fermé leur position, SL, etc. Et donc à ce moment-là, eh bien on peut en déduire que là c'était plutôt des shorts qui se sont fait avoir. Voilà. Et nous on va se servir de toutes ces informations. C'est-à-dire que quand c'est souvent des shorts qui se font avoir, il y a deux possibilités. Soit c'est le début d'un mouvement, soit si le mouvement commence à se faire ravaler, on a des chances d'aller plus bas, eh bien, parce que ça veut dire que on s'est servi des shorts pour faire monter le prix et racheter haut, pour que des gens qui cherchaient à vendre ont pu le revendre plus cher ici grâce à la liquidation des shorts. C'est-à-dire qu'ils commencent à racheter là et ils leur revendent au prix fort pendant que les shorts se sont liquidés en fait. Donc, sur cette dernière vague, qu'est-ce qu'on voit ici? Eh bien, on voit que les premiers mouvements ici, c'est souvent ça qui se passe sur les premiers vrais mouvements explosifs. Eh bien, là, on a une hausse de l'open interest. Donc là, c'était plutôt des shorts, on en déduit. Et là, bim, ils se font tout savoir. Voilà. Pourquoi est-ce qu'ils se font avoir? Eh bien, parce que la tendance, elle est contre eux. On va zoomer. Donc, c'est là. Voilà. Hausse de l'open interest. Donc là, c'est beaucoup de shorts, hein, probablement. Et là, voilà, dès qu'on a les premières bougies, les prochaines bougies bleues, là, eh bien, on voit l'open interest qui commence à se réduire. Donc ça, c'est quand même plutôt un bon signe. Voilà. La différence, c'est quand on est ici, est-ce que le prix il tient? Est-ce qu'on a liquidé des shorts, mais ils vont juste nous servir entre guillemets de carburant pour aller plus loin? Ou est-ce que le prix va être ravalé? Donc là, on voit que le prix il tient, surtout en conso serré. Donc ça, c'est le genre d'indication qu'on peut avoir qui va nous intéresser en fait. Euh, voilà.
Donc là, on prend ici, et là, qu'est-ce qu'on voit? Bon, là, c'est une conso pas tout à fait serrée, on a été plus bas, on a fait un swing fail pattern. En général, sur le premier mouvement, c'est pas tout à fait une conso serrée, parce que le mouvement est trop petit, il peut aller plus loin, etc. Sur les autres mouvements, après, il est plus clément, mais en général, le premier mouvement, il est un peu moins sympa. Voilà. Si on regarde déjà celui d'après, vous voyez, il a un petit peu dépassé, mais il est resté quand même dans la conso serrée. Souvent, le premier mouvement ne l'est pas forcément. Donc là, voilà, on commence à liquider des shorts, et plus le prix monte, regardez, à chaque fois que le prix va monter un peu fort, alors là, peut-être que la mèche a plutôt liquidé des longues là pour le coup, mais on voit voilà, que le prix monte, il monte, et l'opportunité monte pas beaucoup, et même à la fin, on finit par réduire le prix. Et là, regardez, grosse bougie bleue, grosse place d'opportunité, donc on a liquidé beaucoup de shorts. On parle quand même des affaires de 300 millions, vous voyez, c'est quand même pas rien. Là, on a liquidé 400 millions, voilà, c'est quand même quelque chose. Voilà. Ici, regardez, voilà, le prix il monte, il absorbe direct. Alors là, il a peut-être fait un peu des deux, hein, mais je pense qu'il a encore liquidé voilà, des shorts. Ça, c'est des bugs, hein, faut pas les prendre en compte. Je pense. Hein. Voilà, là, dès qu'il y a des bougies bleues, ça continue de liquider du short. Voilà. Et ça, c'est typiquement un outil qui nous permet de savoir dans quel sens est l'open interest. Vous voyez, on ne sait pas dans quel sens il va, on est censé le deviner en fait. Voilà. Là, dès que ça monte, l'open interest il monte pas. Hein. C'est un open interest qui monte, je vais vous le montrer juste après, parce on y arrive. Enfin, et là le prix qui monte fort et l'open interest qui ne monte pas. Quoi. Voilà. Et là, on y est enfin à des moments. Alors, je vais plutôt prendre Ethereum, c'est un peu plus parlant, parce que Ethereum, c'est vraiment flagrant pour le coup. Cette hausse là, ça c'est une hausse avec de l'open interest. En général, c'est pas toujours très bon, mais c'est pas forcément non plus toujours très grave. Voilà. Ça va dépendre de pas mal de facteurs, et comment ça va se passer par la suite. Voilà. En tout cas, on voit pour l'instant que bon, là, ça a tendance à corriger un peu. On n'est pas sous les 0,2. 0,2 qui était là, on est un petit peu en dessous, on est sous les 0,3. Mais pour l'instant, le prix consolide. Voilà. Ce qui va être plus gênant, c'est que si on commence à casser ces niveaux, peut-être qu'on va aller rechercher des niveaux un peu plus bas. Voilà. Peut-être même jusqu'ici, hein, qui sait, c'est vraiment une target viable. Si jamais ça casse à la baisse. Avec le FIBO, il nous montre que tous les gens qui ont acheté dans ce FIBO, ils ont des chances de potentiellement revendre jusque là. Voilà. Et peut-être même jusque plus bas. Bon, je pense pas qu'il y aura plus bas, mais c'est une possibilité que ça arrive. Si on reprend le graphe, on reste malgré tout dans cette espèce de range en 4 heures. Hein. En daily, on va se mettre. Alors, voilà. Donc là, on reste quand même dans une espèce de range ici. Donc quoi qu'il en soit, si jamais on retourne là, en vrai, c'est pas grave. Bon, voilà, c'est quand même un bon point d'entrée d'achat pour vous si vous n'êtes pas encore rentré. Je pense pas que c'est forcément ce qui arrivera. Moi, je suis plutôt bull, mais c'est tout à fait possible et envisageable qu'on retourne sur cette borne basse. Voilà. Ça, c'est très possible. Il y a aussi cette zone qui est intéressante. Il y a la EMA 200 ici et la EMA 200 en 1 heure. Je pense que ça fait des bons supports. Hein, regardez, tac. Là, on pourrait très bien tourner par là. Hein, vraiment, tout peut arriver. Donc, ici, voilà, on voit par exemple qu'il y a beaucoup de longues. La question maintenant, c'est de savoir, ok, maintenant il y a deux scénarios. Alors, le scénario le plus fréquent, c'est ce qui va se passer la majorité du temps. Voilà, quand on va avoir une hausse d'open interest comme ça, eh bien, on va se dire, ok, il y a des gens à liquider. Voilà. Et les gens à liquider, le but, c'est d'aller chercher la liquidité, eh bien, là où on peut les piéger. Voilà. C'est qui met une seconde. C'est les quads qui jouent, je pense. Hop là. Ah, j'ai pas vu. Tac. Ok, let's go. Donc voilà. Le plus probable, voilà, qu'on peut se dire, c'est ok, là, tous ces gens-là, ils ont acheté massivement à ce mouvement-là. Donc le meilleur moyen de prendre leur liquidité, voilà, c'est de corriger et d'aller sous ce creux. Voilà. Faut partir du principe que la majorité des gens vont avoir leur stop loss
sous ce creux. Voilà. Peut-être pas tout de suite après, mais voilà, par exemple, dans toute cette zone-là, il va y avoir de la majorité des stop loss. Donc si on veut punir tous ces gens-là, c'est-à-dire quand même 230 millions, c'est possible, il faut retourner là-dessous, d'une manière générale. C'est là qu'on va les piéger. Après, on peut voir qu'ils ont commencé à acheter à partir de cette bougie-là. Donc on pourrait déjà aller dans cette zone-là. Je pense que juste faire une mèche ici, ça serait presque suffisant. Voilà. Ça, c'est une possibilité. Ça, c'est les absorptions de liquidité. Les swing trade patterns, tout ça, c'est une des stratégies préférées du Captain qui marche extrêmement bien en bull run. Il a fait un webinaire complet sur le sujet, donc je vous invite à le voir si vous ne l'avez pas vu. Donc, le meilleur moyen de les piéger, c'est d'aller ici. Donc, ensuite, il y a la deuxième possibilité, c'est tout simplement que l'open interest, ok, c'est des gens qui font du court, du moyen terme et qui cherchent vraiment des profits, ils sont là pour trader, mais ils peuvent aussi servir de momentum, c'est-à-dire que c'est eux qui vont lancer le mouvement. C'est une chose possible également. Voilà. Faut pas omettre cette possibilité et se dire que c'est quelque chose qui peut arriver. Donc ça peut très bien être le mouvement qui va permettre d'enchaîner sur les prochains mouvements, etc. C'est possible. Voilà. À noter que si on revient sur des histoires de vagues, là, voilà, une vague, deux vagues, et bon, là ça se voit moins sur Ethereum, mais là on va devoir avoir la troisième. À chaque vague, normalement, on est censé avoir un petit peu plus d'open interest. Donc là, c'était pas trop le cas, mais regardez, sur la fin, quand même, il y avait une grosse hausse à cet endroit-là. D'ailleurs, regardez, hein, tout cet endroit-là, grosse hausse de l'open interest. Qu'est-ce qu'on fait? On va rechercher plus bas et on réabsorbe absolument tout. Voilà. Donc c'est comme ça que ça se passe. Ça, c'est un beau cas pratique, hein. Vraiment hausse massive de l'open interest parce que là, c'était à ce moment-là, c'était mise à jour Shanghai, je sais pas quoi, d'Ethereum. Donc voilà, les gens, ils se sont dit, ouais, peut-être qu'on va sell the news, machin. Vu qu'ils avaient peur, ben le marché, il a fait l'inverse d'eux, mais il a quand même FOMO ici, et donc tout ravalé par la suite. Voilà. Il y a des trucs aussi qu'on peut remarquer qui sont assez drôles en termes d'open interest, c'est que en général, l'open interest va vraiment augmenter sur les troisièmes vagues des mouvements. Alors on va regarder sur BTC, c'est sans doute plus parlant. Alors pourquoi j'ai plus l'open interest là? Voilà. Donc là, on reprend ce graphe. Donc là, on voit déjà que ça, c'est la première vague. Donc surtout que les initiés, on voit qu'on n'a même pas gagné d'open test. En fait, on a presque perdu. En fait, on a juste liquidé des shorts. On a très peu de dérivés qui est dans le trade en fait. Deuxième vague. Donc là, c'est un peu les initiés plutôt. Bah là, on n'a toujours pas vraiment gagné d'open interest. Voilà. Mais quand on arrive sur la troisième vague, vous voyez, on commence enfin à en gagner, quoi. C'est la première vague, on liquide. La deuxième, on en gagne un petit peu, on est stable. Et la troisième vague, on va gagner de l'open interest. Donc là, on est quand même dans la troisième vague. Donc déjà, de base, c'est normal qu'on ait plus d'open interest. Mais plus le temps va passer et plus on devrait avoir d'open interest en théorie. Surtout sur la troisième vague. Parce que la troisième vague qu'on aura là-dedans, s'il y en a, hein, évidemment, comme toujours, ce sera la vague d'euphorie dans la vague d'euphorie. Donc c'est là où on peut s'attendre à des, vous voyez, des hausses d'open interest sans précédent, hein, comme ici. Là, c'était la troisième vague, c'était, on va dire, une vague, deux vagues, trois vagues. Vous voyez, c'est à partir de ici, vertical. Voilà. À partir d'ici, il y avait pas beaucoup d'open interest. On est passé de 3 à 9, hein, c'est pas non plus rien. Mais en réalité, ici, on a fait 300% du prix. Et tout ça, là, on a fait que 114. Donc en fait, on a fait 3 fois moins de hausse du prix en logarithmique. Voilà, si on se fait comme ça. Le logarithmique, c'est ça qui est vraiment important en réalité, hein. Et bien juste dans cette dernière phase, et bien c'est là où on a pourtant eu la plus grosse hausse d'open test. Voilà. On a eu 180% d'augmentation, alors que là on a eu 200, en pourcentage on a eu forcément plus parce qu'on est parti de bas, mais en termes de valeur ajoutée, on a augmenté de 6 milliards les contrats et là de 12 milliards. Alors que là en réalité on a plus augmenté que là. Voilà. Donc la troisième vague, c'est là où il y a le plus d'euphorie. Et on regarde même que là-dedans, regardez dans cette vague, une vague, deux vagues et trois vagues. Et vraiment, dans cette troisième vague, c'est là où il y a le prix, il a quasiment pas bougé, et pourtant le pony test a encore plus augmenté, quoi.
Donc, il faut s'attendre, si on a 3 vagues comme prévu, à avoir du coup des vagues qui vont avoir de plus en plus d'open interest. Et là, ce sera normal, mais ce sera aussi un signal un peu d'alerte, hein. Pour l'instant, on va peut-être pas punir tout de suite cette affaire, mais la troisième vague d'open interest, je peux vous assurer que celle-là, elle va finir en punition. Voilà, est-ce que c'est clair tout ce que j'ai dit sur l'open interest? Alors, logarithmique, ça permet de mettre le graphe comme si tu travaillais en pourcent, tu vois. Regarde, alors, je sais pas pourquoi il bug mon truc là. Si tu te mets en log, alors voilà, c'est comme ça. Le graphe n'a plus du tout la même tête. Voilà, normal, en log. Voilà, tu vois, ça c'est le petite bulle. Bah, c'est tout simple, c'est que là, en fait, tu as augmenté de 200%. Bah, en fait, c'est normal que tu mettes, voilà, tu as augmenté de 300%. Tu vois, là, c'est la même hausse en pourcentage. Alors que si tu te mets en log, bah, tu vois, 300% ici, en valeur absolue, ça fait beaucoup plus parce qu'on passe de 10 000 à 30 000. Alors que là, on passe de 3 000 à 9 000, enfin 12 000, enfin bon, bref. Et donc, du coup, c'est normal que là, tu as une toute petite vague. Tu vois, si tu dézoomes, là, en fait, tu rien. Alors que si tu te mets en logarithmique, tu vois que, en fait, ça a vachement augmenté, tu vois. Là, tu as gagné, je sais pas combien de pourcents. Voilà, 2000% sur cette hausse. T'as pas beaucoup de 1000%. Voilà. Même là, c'est 1300, etc. Ouais, tu peux tracer tes graphes en logarithmique, mais il faut le faire surtout sur du long terme. Et tu as des outils pour. Enfin bon, moi, je le fais pas trop, mais t'as des graphes faits Bitcoin en logarithmique, etc. Tu vois, tu as des graphes comme ça, là, ou comme ça, là, c'est tous des graphes en logarithmique, en fait, tu vois. Donc voilà, ça c'est les bases de l'open interest. Comment s'en servir? Eh bien, il faut essayer du coup de chercher où est la liquidité et où faire mal au marché, ou eh bien essayer de deviner si oui ou non le mouvement peut servir de force au mouvement, ce qui est aussi possible. Ça, on le verra eh bien en fonction de si ça donne de la force ou non, quoi. Voilà. Et pour l'instant, par exemple, sur Ethereum, il a l'air de garder cette force. Alors, s'il commence à casser les niveaux, on peut s'attendre à aller chercher dans toute cette zone-là, hein. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'envisageable. Je pense que le dernier support de ce mouvement haussier, c'est les 0,7 ici. C'est l'endroit le plus logique. Et les niveaux de correction qui peuvent aller au plus bas, je pense que c'est là. Voilà, à condition qu'on garde la tendance haussière. Là, ce serait déjà une belle absorption de liquidité, hein, parce que je reviens sur le thème. En 4 heures, on a toujours un creux et un sommet de plus en plus haut. Voilà. Ça n'empêche pas qu'on aille chercher ici, qu'on reparte, mais le plus probable, c'est quand même de continuer cette tendance. Alors, ouais, CoinAnalyze, il bug un peu, ouais. Alors, une seconde, je vais allumer la lumière chez moi. Donc voilà tout. Est-ce que c'est assez clair l'open interest? Je vais aussi poster les vidéos qu'a fait le Cap sur l'open interest. Il y a quand même pas mal de trucs super intéressants sur comment sélectionner les coins, etc. Ah oui, il y a aussi ça, c'est vrai que je peux en parler, j'ai presque oublié, mais comment est-ce qu'on peut exploiter aussi l'open interest? Je vais en parler rapidement parce que je pense que c'est pas forcément le moment pour l'exploiter en ce moment. Voilà, ça c'est plutôt une stratégie de bull run. Alors vous allez me dire, oui, je pense qu'on est dans une phase de bull run, mais ça c'est une stratégie qui marche sur les alts surtout. Et c'est pas ce genre de bull run. Enfin, moi je pense qu'il n'y a pas sur les alts, il n'y aura pas d'énormes explosions, et je vous conseille de faire très attention aux alts. Voilà, tout ça là, les 145%, etc. Il y a fort à parier que ce soit des énormes pièges faits par des market makers pour vous défoncer la tronche. Voilà. Donc ça peut être
quand vous avez un pump comme ça peut être un moyen de vous débarrasser de vos coins auxquels vous ne voulez plus. Mais ça, c'est surtout des énormes short squeeze et essayer de ramener du retail là-dedans qui rachète, etc. parce qu'ils suivent la tendance et tout. Et puis le truc, il va finir par s'écrouler à zéro plus tard. Hein. Donc voilà, faites attention à ce genre de price action. Je dis pas que vous pouvez pas le trader, mais le but c'est de vous piéger, hein. C'est de vous faire acheter ça, etc. Et le pire que vous puissiez faire, c'est de vous retrouver à le garder ce truc. C'est-à-dire que si vous rentrez dans les trucs comme ça, faut vraiment le trader. C'est-à-dire qu'à la fin de votre session de trading, autant même si elle dure une semaine, elle dure une semaine, mais à la fin de la session, faut que vous ayez plus rien, quoi. C'est vraiment du trading. On rentre, on sort. Si vous gardez des trucs comme ça va mal finir. Donc, en temps normal, on peut prendre l'open interest comme ça, on le prend vers le bas et on va regarder du coup les coins qui sont intéressants. Alors de préférence ce qu'on connaît, donc je vois par exemple le Bit, voilà, c'est le coin de Bybit. Voilà, on voit que le truc a perdu 40% d'open interest. Donc on va regarder le graphe. Bon, le graphe est pas très beau. Bon, ça typiquement c'est pas le genre de graphe qu'on a envie de voir. Hein. Ouais, vache. Il est vraiment très moche. Hein. Bon, ça c'est pas un bon exemple. C'est lequel de coin auquel on avait vu des trucs comme ça là. On avait vu le STX, je crois qu'on avait vu. Alors voilà. Voilà, en l'occurrence, ouais, là c'est pas un vrai bull market, ça se voit parce que c'est vraiment des petits mouvements un peu à la con. Hein. Mais tant qu'on est dans une phase un petit peu bull, on est content de voir du coup des baisses d'open test importantes, voilà, 50%. On peut se dire que c'est intéressant. Pourquoi? Si on a perdu 50% d'open test, ça veut dire que les gens se sont désintéressés du projet. Vous savez, les gens ils vont d'un projet A à un projet B et puis ils revendent le projet B en perte pour retourner sur le top du marché A, etc. Bon, ils font ça en boucle. Voilà. C'est pour ça que les marchés ils bougent autant. Hein. Les gens font tout plein d'erreurs comme ça. Et donc nous, notre but, c'est d'aller chercher les datas, de chercher les coins qui sont en tendance et qui sont forts dans l'open interest, à regarder quand est-ce qu'il y a un désintérêt de ce coin. Voilà. C'est quand le coin, il y a plus personne dedans, eh bien le coin peut partir. Souvent, c'est comme ça que ça va se passer. Donc là, on voit une baisse de 20% du prix pour 50% de l'open interest. Ça pourrait être un setup intéressant. Alors, je ne vous conseille surtout pas de trader ça. Pas maintenant. Je recommande toujours pas les altcoins. Par contre, si imaginons ici, on voit qu'il fait un changement de structure, etc., ça pourrait être intéressant de rentrer sur un pullback pour espérer aller peut-être plus haut. Voilà. Ça, c'est les stratégies de bull run. Voilà. C'est pas ce que je conseille en ce moment. Ou alors BTC, ETH. Voilà. Sauf si vous savez exactement ce que vous faites, ça c'est votre affaire. Mais si vous êtes débutant, évitez de rentrer là-dedans. Pour le moment, c'est pas le timing. Voilà. Je reposterai les vidéos du cap. Donc, est-ce que tout ça, c'est un peu clair? Je pense pas que c'est. Il y a une prise de profit sur le top, ça c'est évident. Mais il y a également surtout un désintérêt de la masse. C'est-à-dire qu'une fois que le coin il est passé, la FOMO, la hype, voilà, les gens ils voient ah ben tiens mon coin je l'ai acheté, il augmente pas. Bon bah je vais retourner vers celui qui vient d'exploser quoi. Euh, donc voilà. Alors comment j'utilise la règle? Eh bien c'est tu vas sur TradingView ou n'importe quel actif et tu appuies sur la majuscule en fait. Voilà. Et si tu mets, peu importe comme tu mets, donc là ça peut te donner le temps, et là ça va te donner l'augmentation en pourcentage et en valeur absolue. Mais tu peux, en appuyant maj plus clic. Voilà. Et ça marche aussi sur Con Analyze, etc. Voilà, c'est ça, c'est des exit pump, hein, les alts, c'est exactement ça, donc attention à vous là-dessus. Bah, j'essaie de faire au mieux. Là, c'est pas une. Je le redis, hein, je suis obligé de me répéter parce que je suis obligé de vous mettre vraiment en garde sur ça. Hein. C'est que là, on n'est vraiment pas dans une phase boule sur les alts. Donc, c'est pas la même façon de l'analyser que d'habitude. Voilà. Là, on essaie de se concentrer sur Bitcoin et Ethereum. On essaie de regarder surtout ici qui va leader le marché. Voilà. Ici, par exemple, quand on revoit. Quand on voit ça, bah, il y a deux possibilités. C'est soit des gens qui se sont fait piéger en longue
et qu'on va aller chasser plus bas, soit c'est des gens qui viennent d'ajouter de la thune pour faire vraiment monter le prix de l'Ethereum, mais qui n'ont pas l'intention de vendre en fait. La question c'est voilà, est-ce que ces gens ils vont essayer de revendre un petit peu par là, prendre des profits? Est-ce que les gens qui ont acheté là ils veulent reprendre des profits ici? Est-ce qu'il y a des gens qui sont rentrés ici là, qui veulent absolument paniquer parce que là tous les gens qui ont acheté là, ils ont vu le prix baisser, ils étaient au bout de leur vie ici, ils voient le prix qui revient à leur niveau, ils sont pressés de revendre. Voilà, c'est normal. Voilà, ça c'est une stratégie au complet qui s'appelle le BDR proposé par le Captain. Et c'est d'ailleurs un de mes webinaires préférés. Vraiment, ça fait exploser mon niveau de trading. Hein. C'est vraiment pas une blague. Ça aide aussi à bien tracer les Fibonacci, etc. Ça aide à comprendre les points pivots les plus importants, tout ça, tout ça. Mais du coup, ça, c'est une zone importante. Voilà, on voit, c'est absorbé directement. Mais est-ce que du coup, tous les gens qui ont acheté là, ils se disent, bon, bah voilà, moi, j'ai pas du tout l'intention de vendre. Enfin, tous. On va dire une majorité de gens, les gens qui ont acheté là, est-ce qu'ils ont l'intention de revendre ici? Ou est-ce qu'ils se disent, eh ben non, moi je revends pas avant plus haut en fait, je sais pas où, plus haut. Et c'est ça qui va faire qu'il y a des résistances ou pas en fait. Et en fonction de s'il va y avoir plus ou moins d'acheteurs, eh bien le prix, et surtout de vendeurs, le prix va être va partir ou pas quoi. Et si on retourne plus bas, c'est vraiment pour punir ces gens-là. Et punir, c'est quand même pas rien, mine de rien. On parle de 250 millions. Voilà. On a connu pire en termes de liquidation. Je vous ai déjà montré des trucs bien pires il n'y a pas si longtemps. Hein. C'était alors là, on est sur Ethereum. Je ne sais pas s'il y a les mêmes liquidations. Mais voilà, quand on était là, on avait des belles liquidations ici de voilà de 150 millions. Là, on avait 180. Voilà. Là, on avait 200 millions. Enfin, je parle de tout ça. Voilà. Pourtant, il se passait en vrai pas grand-chose, mais on a fait vraiment des grosses liquidations là-dedans. Voilà. Donc, en vrai, tout peut se passer. Et là, c'est ça qui va être intéressant. Il est aussi bon de noter que si jamais on réintègre en dessous, alors on peut en vrai faire un pullback ici et repartir, mais c'est quand même dangereux parce que on est quand même obligé de rappeler que la structure est, est quand même pas loin d'être baissière. Voilà. On va supprimer ça. La structure est quand même pas loin d'être baissière. Même se mettre en dans 4 heures, pardon, en 1 heure. Voilà. Là, on a du coup les sommets, etc. Là, on a cassé la structure. Et là, on refait un pullback à l'intérieur. Donc, techniquement, on a bon, un sommet qui est équivalent ici, un tout petit peu plus haut, mais bon, voilà, et on va dire à peu près équivalent. Donc, faut se méfier si jamais le prix veut casser à la baisse et repartir très bas. En vrai, il peut le faire. Voilà. Ça va vraiment dépendre du marché. Est-ce qu'il y a des nouvelles liquidités et des nouvelles thunes qui rentrent dans le marché? Ça va dépendre aussi. Eh bien, s'il y a plus ou moins de FOMO, etc. Un peu tout ça, quoi. Un peu des macros, tout ça. Voilà. Bah, le webinaire, en vrai, il tourne autour d'un concept. Hein, c'est quand est-ce que les gens ils sont en stress, vous voyez. Et celui qui a acheté là, qui a acheté tout là, bah, en fait, il était gagnant jusqu'ici. Il était tranquille. Et puis là, on a vu son niveau qui commençait à être cassé. Et là, il était vraiment en sueur, lui. Voilà, celui qui a acheté là. Il attend qu'une seule chose, c'est de revendre ses positions perdantes. Voilà. Et du coup, la stratégie est basée là-dessus. C'est trouver des zones de stress des traders. Et il y a des moyens de les exploiter. Et c'est vraiment une stratégie qui va être extrêmement utile. Ah, j'ai l'impression qu'il est en train de casser là. Casse doucement quand même. Affaire à suivre. Bitcoin il tient, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, donc ensuite on va attaquer le deuxième thème. Eh bien, c'est les contrats futurs et perp. Voilà. Je vais mettre ça. Voilà. Alors, les contrats futurs et perp, on va aller sur. Je sais pas si tu peux montrer Bybit sans montrer mon compte. Si. Alors, on a du coup les dérivés là. Et il y a plusieurs types de contrats sur les dérivés. Donc, il y a les perpétuels. Donc, les perpétuels, ils fonctionnent comment? On va prendre le BTC. Ils fonctionnent avec des funding rates. Donc, les contrats, je sais pas ce que c'est MBTC là.
Les contrats en perp, le but c'est qu'ils répliquent à la perfection le prix des spots. Donc en réalité, il n'y a absolument rien, si on enlève le funding, qui oblige les gens qui tradent des contrats futurs à répliquer les spots. Il n'y a rien du tout. Euh, C'est-à-dire que les gens, ça c'est un dérivé qui nous permet de parier en fonction du prix du Bitcoin. Mais ce n'est pas le prix du Bitcoin, c'est un contrat dérivé. C'est-à-dire que c'est un contrat informatique qui nous permet de trader le Bitcoin et d'y ajouter des fonctionnalités en plus. Voilà. Comme les leviers, comme tout plein d'add-ons. Voilà. Donc, à ce niveau-là, ça déjà, c'est une première remarque. Donc, comment est-ce qu'on fait pour revenir eh bien, au prix spot? Eh bien, on y ajoute des funding rates. Voilà. Les funding rates, ça permet, eh bien, quand il y a un décalage entre le prix des spots et le prix des futurs, eh bien, de faire en sorte que le déséquilibre soit ramené. Si, imaginons, le prix des futurs est plus haut que le prix spot, c'est souvent le cas dans la majorité des cas. Et là, en ce moment, ce n'est pas le cas, justement. Ça veut dire qu'il y a potentiellement un peu plus de short. Donc, c'est vrai que je vais oublier d'en parler sur l'Open Interest. Je vais revenir dessus juste après. Mais du coup, les fundings, ils servent justement à équilibrer ce prix. Voilà. Si le prix est plus bas sur les futurs que sur les spots, eh bien, bon, là, vu qu'il y a un taux d'intérêt de base de 0,01 ou de 0,1, voilà, normalement, il y a de base une taxe à payer pour être sur les futurs, sur les pertes. Mais ici, eh bien, si la prime est plus basse, ça veut dire qu'elle est plus ou moins compensée parce que les shorts, eh bien, ils payent en partie cette prime. C'est-à-dire qu'il y a plus de shorts du moins que le prix est plus bas. Ça ne veut pas dire qu'il y a forcément plus de shorts. Mais on peut essayer d'en déduire que si le prix est plus bas sur les futurs, que potentiellement, l'actif est plus shorté. Voilà. D'ailleurs, si on revient sur l'imaginaire de la punition, sur l'open test, le but, quand on a eh bien, beaucoup de shorts, pour les punir, eh bien, il faut faire monter le prix. Sauf que la différence des longues, la punition est beaucoup plus importante. Voilà. C'est juste simple rappel. Si vous avez shorté le top exact et que vous allez tout en bas, vous avez fait 76%. Si juste vous prenez ce petit mouvement-là, eh bien vous avez déjà fait 76%. Donc, short, c'est bien sur des petites amplitudes, allez, on va dire 20%, parce que l'influence est minime. Alors, si on reprend un mouvement de 20%, je sais pas, genre ça, je pense qu'il y a 20%. Voilà. 15%, 18% à la hausse, et à la baisse, voilà, il y a 15, donc c'est pas très très grave. Par contre, quand on prend des gros mouvements, eh bien, la loi des mathématiques fait que c'est fortement en votre défaveur. Donc, le swing short, etc., pourquoi pas? C'est juste que c'est extrêmement risqué. Voilà. Faut savoir ce que vous faites. Donc, on revient là-dessus. On a un prix plus bas, donc il y a potentiellement plus de short. Voilà. Donc ça, c'est ce qui nous permet d'avoir un contrat futur. Comment est-ce qu'on va se faire des contrats futurs? Eh bien, on va tout simplement rentrer dans la limite. On peut mettre, alors là, j'ai pas le droit de le mettre parce que je suis pas connecté, mais on peut mettre des stop loss, on peut mettre des take profit, etc. Et on a aussi un gros avantage, eh bien, c'est qu'on peut mettre et laisser traîner un ordre. Alors que ça, sur les spots, ça, c'est l'enfer. Voilà. Si jamais j'ai envie de laisser traîner un ordre ici, je peux. Si j'ai envie de laisser traîner un ordre ici, je peux. Voilà. Si j'ai envie de mettre un TP là-haut, je peux. Alors qu'en spot, on est obligé d'avoir le capital posé sur l'exchange et bloquer le capital. C'est-à-dire que si je me remets en spot, alors je sais pas s'ils ont résolu le problème sur Binance, il y a quand même les ordres OCO. Ah, ça y est, ils ont mis enfin TPSL. Ok, bah, ça y était pas il y a pas longtemps, je crois. Hein. Donc là, maintenant, on peut mettre trigger. Est-ce qu'on peut mettre le SL? Non, on peut mettre que. Je sais pas si on peut mettre les deux. Bon, je sais pas, c'est nouveau, je connais pas trop comment ça marche. Mais voilà. En tout cas, sur le spot, je vous dis, c'est galère de mettre des TP et des SL parce qu'on peut pas normalement mettre dans les deux sens en fait. Soit on met un SL,
soit on met un TP, ce qui est un vrai problème. C'est-à-dire que pour trader, c'est très compliqué. Alors que là, quand on est sur les futurs, eh bien, on peut mettre autant d'ordres qu'on veut, on peut laisser des ordres canne à pêche qui traînent ici, on peut faire ce qu'on veut en fait. Voilà, tant qu'on a du collatéral et de la marge qui reste. Bon, attention avec les leviers 100, parce que si vous mettez trop de leviers, vous allez vous faire liquider. C'est pas parce que vous avez de l'argent sur votre compte que vous pouvez pas vous faire liquider. Voilà, ça faut comprendre comment ça marche. Je vais pas expliquer la marche aujourd'hui, c'est compliqué. Je vous dis juste de faire attention avec le levier. Surtout si vous débutez, vraiment très très attention au levier. Je pense que levier 1, 2, c'est bien déjà. Voilà. Sauf si vous faites de l'intraday, regardez les vidéos du CAP sur la gestion du risque, tout ça, mais sinon on évite les gros leviers. Tac. Donc voilà, les contrats futurs, ils nous permettent d'avoir beaucoup plus de liberté dans notre trading, tout simplement. Ça, c'est pas un futur, pardon, c'est un perp. En fait, on a la mauvaise habitude de dire que les dérivés sont des futurs, mais c'est des contrats perpétuels, ce ne sont pas des futurs. Les futurs, ils sont où d'ailleurs? Ah oui, ils sont dans les contrats inversés. Hop, faut cliquer là, voilà. Là, il y a les contrats perpétuels et les contrats futurs. Donc, quelle est la différence déjà entre les inversés et les USDT? C'est que là, on parie contre l'USDT, donc c'est-à-dire que quand on va gagner à la fin, on va gagner des USDT. Et les contrats inversés, on va parier des bitcoins et à la fin, on va gagner des bitcoins. Donc, il y en a un, on parie contre le BTC et là, on parie avec le BTC. Non, contre le dollar, pardon. Voilà, donc là, on va avoir tout simplement, par exemple, le Bitcoin. Donc là, c'est un autre contrat perpétuel. C'est comme le contrat en euros que je vous ai montré, sauf qu'on parie des Bitcoins. Et ici, on va avoir le contrat futur. Donc ces contrats futurs, eh bien, ils ont plusieurs expirations. Donc là, il y a juin, septembre et décembre. Donc ceux-là, ils n'ont pas en fait. Le prix du Bitcoin actuellement, il est de 30 600. Bon là, il est de 30 000. Ouais, il termine dans 3 jours, donc c'est un petit peu différent. Je vais prendre un meilleur exemple. Je vais prendre le contrat qui est la fois d'après, voilà, en septembre. Au lieu d'être à 30 600, eh bien, on est à 31 000. Donc là, ça veut dire que les gens, quand ils achètent avec des leviers, etc., ils font monter le prix en fait. Sauf qu'il n'y a rien pour rééquilibrer le prix. C'est-à-dire que si jamais le prix est trop haut, il n'y a pas les fundings qui vont punir le prix trop haut pour le ramener au prix normal. Il n'y a pas ça. Donc du coup, le prix, bah, il continue d'augmenter et ça fait des primes. C'est ça, quand il y a des primes, que le capitaine il parle des primes. C'est ça en fait. C'est la différence entre le prix spot et le prix ici. Voilà. Donc, ces primes, eh bien, ça peut être aussi un indicateur que le marché est plutôt bull ou pas. Ok, corrige un peu là. Ça nous dit que le marché est plutôt bull ou pas, et du coup, ça nous donne une expiration. C'est-à-dire qu'en septembre, ce contrat, il sera clôturé. C'est-à-dire que toutes les positions sont fermées et on fait les comptes, les PNL, etc. Donc ça, c'est intéressant de savoir. Les contrats futurs, c'est pas forcément utile pour vous, mais c'est un contrat qui va être plus pratique pour faire du long terme. Voilà. Si jamais vous voulez garder votre trade pendant longtemps, ça vous coûtera moins cher que le perp. Voilà. Faut savoir que c'est des contrats qui sont moins liquides, donc vous êtes exposé à des mèches plus bâtardes parfois. C'est-à-dire que la mèche ici, elle pourrait très bien, là c'est pas trop le cas, mais on pourrait avoir des mèches qui descendent jusqu'ici au lieu de là, parce que les mecs des fois ils se font liquider, sauf qu'il y a personne pour acheter, parce qu'il y a moins d'acheteurs tout simplement. Voilà, là on parle en dollars. Là, vous voyez, le carnet d'ordre, c'est 1000, 2000, etc. Alors que si on va sur les trades classiques, là, bon, voilà, hop. Là, on parle en bitcoin, quoi. On parle de 20 bitcoins, 50 bitcoins. C'est pas du tout la même quantité de thunes qu'il y a sur la table, quoi. Là, il y a quasiment autant de, il y a quasiment autant de dollars que de bitcoin. Enfin, c'est, voilà, c'est beaucoup moins liquide, quoi. Donc, si un jour vous voulez parier des millions, bah, les contrats futurs, éventuellement il y a des bits, mais sur Bybit, c'est pas encore opérationnel. Donc voilà, ça c'est pratique pour plutôt du long terme. Voilà. Mais a priori, vous n'en avez pas forcément besoin
Actuellement, je pense qu'on essaie plutôt de jouer un mouvement moyen terme. Ça peut quand même être utile parce on peut jouer sur la prime. C'est-à-dire que si le prix il continue d'augmenter, il part dans l'euphorie, etc., la prime va d'elle-même augmenter. C'est-à-dire que sans rien faire, le contrat va valoir plus cher, même si le prix stagnait. Bon, en l'occurrence, la prime va augmenter au fur et à mesure que le prix augmente, mais on va dire que ça fait des gains en plus. Par contre, ça fait aussi des pertes en plus potentielles. C'est-à-dire qu'imaginons on corrige à partir de là, eh bien, on sera amené à avoir potentiellement du coup la prime qui va passer de 31 vers les 30 600 comme actuellement. On a 400 de pertes potentielles en plus. Alors, est-ce que j'ai des questions là? Tac, tac. Alors, comment est généré cet écart? Je sais plus quel écart tu parles. Puisque ah oui, le contrat entre les futurs, c'est simple. Hein, c'est si les gens ils achètent sur les futurs et qu'il n'y a rien pour retenir le prix. Hein, si tu veux, sur les bitcoins, ce qui retient le prix, c'est les vendeurs de bitcoin. Mais sur les contrats futurs, imagine, tu vois, toi, tu veux acheter pour 1 milliard sur le contrat futur. Là, tout de suite, là, au marché, t'as personne qui peut te vendre 1 milliard. Donc, si jamais tu essaies d'acheter 1 milliard, tout simplement, le prix va passer de 30 à 35 000, tu vois. Parce qu'il n'y a personne pour te les acheter. Et donc, du coup, ça va faire une différence sur le prix, en fait. Mais ce qui compte, pour nous, c'est le prix du Bitcoin, c'est pas le prix en milliards. Enfin, nous, on veut pas des contrats perdants, on veut quand même des contrats gagnants. Et il y a beaucoup plus de volume, en vrai, sur le spot. Donc, à ce niveau-là, on peut avoir une décorrélation du prix. Si c'est trop acheté sur les futurs, bon, les arbitres, ils vont faire leur travail, etc. Mais quand même, il va y avoir une décorrélation et tu vas le payer trop cher. Il faut quand même qu'il y ait des gens qui par exemple, font du spot, qui vendent sur des futurs ou qui achètent sur du spot, etc. pour compenser. Mais tout ça, ça va marcher que si jamais il y a des arbitres. Mais les arbitres, ils vont venir pourquoi? Ils vont venir parce qu'ils sont sûrs que ça va marcher plus tard. Et pourquoi ils sont sûrs? Parce que ici, on a des fundings qui vont faire en sorte de l'équilibrer le prix. S'il y a un énorme déséquilibre, eh bien, il va y avoir un malus pour ceux qui sont dans le mauvais sens. Et donc, du coup, ces gens-là, ils vont payer pour rééquilibrer le prix. Voilà. Si le prix il augmente énormément, on va dire à 31 000, les fundings seront très élevés. Donc, les gens qui seront longues, ils vont devoir payer, je pense, 1% tous les 8 heures, ce qui est énorme, hein, et bien au short. Voilà, ça va faire monter le prix petit à petit, et donc du coup, ça va permettre d'équilibrer ce prix, quoi. C'est une taxe qui paye Bybit à hauteur de 0,1% tous les 8 heures, mais également qui sert à rééquilibrer le prix. Voilà. Tac. Alors, Loï qui utilise 100, c'est ingérable. Ah non, LOL qui utilise 100. Comme ça, 100. Voilà, en fait, les leviers, ils ont deux utilités. Ils ont deux utilités. La première utilité, c'est de pouvoir poser de l'argent sur un exchange de crypto, genre par exemple Bybit, à hauteur de, je sais pas, 20% de ton capital. Et si tu veux trader avec 100%, c'est pas grave, tu mets un levier 5. Voilà. Donc tu divises par 5 ton capital sur l'exchange, ou même par 10, hein, voilà, et tu mets levier 10. Voilà, tu trades avec 100% de ton capital. Sauf que eh bien t'es protégé en fait. Et si jamais tu te fais FTXed, comme c'est arrivé à certains d'entre nous ici, eh bien tu n'es exposé qu'à 10% de ton capital sur le problème FTX, ce qui est bien moins pire que de se faire exposer à 100%, comme ça a été le cas pour certains malheureusement. Et la deuxième utilité, c'est en effet pour faire du trading. Voilà, donc pour faire du trading, si jamais tu veux faire des petites amplitudes, tu es obligé d'augmenter la taille de position. Voilà, si tu veux risquer 100 balles sur un micro-trade, bon, là, le range a l'air de casser à la baisse. J'espère que ça va servir de support ici. Si tu veux faire un tout petit trade, je sais pas, comme ça, voilà, tu vas avoir besoin de beaucoup plus de thunes. Voilà, là on a besoin de 0,1 Bitcoin par exemple, avec le truc que j'ai mis de base, je crois que c'est 1000 $. Voilà. Si tu n'as que 1000 $, pour faire ce trade, tu as besoin de 0,1 Bitcoin. Si jamais tu veux faire un trade beaucoup plus grand, voilà, comme ça, tu as besoin de 0,02. Donc là, tu as besoin de beaucoup moins de levier. Voilà, tu as besoin de 5 fois moins de taille de position.
Donc, tu as forcément besoin de moins de levier. Voilà, donc tout ça, il faut aller voir les trucs en gestion du risque, mais les leviers, c'est utile pour trader. Alors, ça change rien, levier 100 ou 2, tant que tu risques toujours la même somme. Voilà, c'est ça, en gros. C'est les gestions du risque, on parle en perte maximum. Voilà, tu fais ce trade, combien tu es prêt à perdre. Voilà. Tu n'es pas obligé de garder tout le temps 1% ou quoi, ça va dépendre de comment tu gères ta gestion du risque. Moi, j'aime bien faire des sommes un peu claires, etc., plus ou moins 1%. Mais des fois, il y a des trades où je vais risquer, imaginons, si je risquais 100, il y a des trades, je vais en risquer 50. La majorité, je vais en risquer 100, et des fois, je vais en faire 150 ou 200. Voilà, ça va dépendre de plein de facteurs. Si tu fais du scalping, tu peux aussi mettre moins pour faire plein de trades. Et si tu fais du swing, vu que tu vas prendre moins de trades, tu peux mettre plus, tu vois. Enfin bon, il n'y a pas de... La gestion du risque, c'est pas ce que je vais faire aujourd'hui. Peut-être que je pourrais en reparler une prochaine fois, d'ailleurs. Mais du coup, c'est utile. Voilà, c'est pour placer tes positions comme tu as envie, quoi. Par contre, sur les leviers 100, faut faire très attention, tout simplement, à la liquidation. Voilà, parce que la liquidation, elle arrivera parfois avant votre stop loss. C'est un peu compliqué la gestion de la marge. J'ai pas encore tout compris même dessus pour vous dire. Il y a des trucs un peu complexes. Selon les exchanges, ça se gère pas tout à fait pareil. Alors moi, je connaissais bien celle de FTX. Celle de Bybit est différente parce que sur FTX, ton PNL actuel il était rajouté dans ta marge, alors que là, dans Bybit, le PNL actuel n'est pas rajouté dans ta marge. Donc, des fois, tu peux te retrouver avec plein d'argent dans ton compte, mais malgré tout, te faire liquider. Enfin, bon, bref. Il faut faire attention à ça. Voilà. Je crois avoir compris que il y a la marge proposée et il y a la marge disponible. Il faut que ta marge disponible, il reste de l'argent dedans. Sinon, tu as des chances de liquidation, même si tu as de la thune sur ton compte. D'ailleurs, je peux revenir sur ça. Il y a le cross. Ah merde. Je vais pas me le mettre. Ok. Il y a le cross et l'isolé. Voilà. Alors, moi personnellement, avec ma gestion du risque, je ne traite que en cross. Voilà. Parce que je mets tout le temps un stop loss. Si vous mettez pas de stop loss et que vous êtes un peu en mode dégène, bon, je vous déconseille de le faire évidemment. Mais si jamais vous le faites, faites-le en isolé à ce moment-là. Parce que là, si jamais vous jouez les liquidations, bah écoutez, vaut mieux se faire liquider au lieu d'avoir perdu 1%, perdre 2, 3, même 5%, que de laisser le truc, refuser de le couper et se faire liquider 100% parce qu'on est en cross. Voilà. Donc à ce niveau-là, faut vraiment faire attention. Le cross, c'est pour ceux qui savent gérer leurs risques et qui savent couper leurs pertes. Voilà. Si jamais vous ne savez pas couper vos pertes, mettez-vous en isolé. En isolé, c'est que toute la marge que vous avez mis, eh bien, au maximum, à moins 100%, eh bien, ça se fait liquider. Voilà. Alors qu'en cross, on peut très bien avoir des positions qui sont à moins 200, moins 500%, etc. C'est pas grave, parce que c'est le reste de votre collatéral qui va assumer. C'est-à-dire que la position sera de base en levier 100, mais ce qui compte en réalité, c'est votre perte maximum. Donc, c'est pas grave si vous avez mobilisé 35 balles pour faire ce trade, mais si jamais vous tombez dans les moins de 100%, etc., eh bien, il va prendre dans votre marge disponible pour pouvoir eh bien, faire tampon. Sinon, il va vous liquider. Voilà. Donc, en isolé, on liquide juste la position, et en cross, on va liquider potentiellement tout le compte. Ça a l'air de pas très tenir. Voilà. On va voir juste comment ça va. Réagir sur les MA là. Alors, on parle des leviers. Ouais, ok, tout ça j'ai lu. Ensuite, je vais montrer Delta et les options. Je ne sais pas si je peux montrer sur être connecté. Delta Exchange. Alors, à noter que vous pouvez avoir un lien de parrainage pour payer moins cher en frais. Dans bonus, il y a Delta, il y a Bybit, il y a tout ça. Donc, Delta, donc bon, vous déposez de l'argent, tout ça. Ensuite, donc là, il y a un tableau énorme. Franchement, la première fois qu'on voit ça, on se dit, putain, qu'est-ce que c'est que ça, quoi. C'est l'enfer.
Donc, ça peut se comprendre, mais déjà, on va essayer de comprendre sur qu'est-ce que c'est qu'une option. Alors, une option, je vous fais la version simplifiée aujourd'hui. Voilà. J'ai déjà fait un autre truc complet sur les options qui est dans Replay Fibo Starter. C'est un de mes premiers lives. Alors, est-ce que celui-là, il avait été coupé ou pas? Maîtrise des options, il dure en même temps. Non, celui-là, ok. Celui-là, il est assez complet et va vraiment vous permettre de comprendre un peu plus en profondeur les options. Je pense que je vais le refaire parce que je les expliquerai encore mieux maintenant. Là, je vous fais vraiment les bases. Donc, une option, c'est quoi? C'est une option d'achat, ça permet d'acheter un actif. C'est en rapport un peu avec les futurs, c'est-à-dire qu'ils ont une date d'expiration. Voilà. On parie un petit peu contre le temps, en fait. On va acheter un bitcoin. Donc là, si on prend un bitcoin, donc là, c'est à la baisse, les puts, et là, c'est les calls à la hausse. Donc, si on prend l'expiration de 30 500, pour 281 $, j'ai le droit d'avoir un bitcoin à partir de 35 500 à la date d'expiration, donc 28 juin, ce qui nous laisse encore 15 heures ici. Voilà. Donc pendant 15 heures, j'ai le droit d'avoir un bitcoin à partir de 30 500. Donc si jamais le prix il monte à 31 000, eh bien cette option, elle vaut 500 $. Sauf que la réalité, comment ça se passe? C'est qu'il y a deux prix. Il y a le prix intrinsèque et le prix extrinsèque. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Le prix intrinsèque, c'est le vrai prix de l'option. Voilà. Et le prix extrinsèque, c'est le prix spéculatif. Et oui, parce que vu qu'on parie contre le temps, il y a une valeur un peu spéculative. Voilà. Si le prix du BTC il vaut 30 600, là, eh bien, cette option, en réalité, elle vaudrait que 100 balles. Parce que au lieu d'être à 30 600, là, on est à 30 500. Donc, un BTC à partir de 30 500, ça vaut 100 balles, en fait. Voilà. Sauf que là, ça vaut 280. Donc, il y a 180 balles de bonus dessus. Et pourquoi est-ce qu'il y a 180 balles de bonus dessus? Parce que les gens, ils parient que dans le laps de temps, donc c'est-à-dire les 15 heures, eh bien, le prix de cet actif va augmenter. Voilà. Donc, ils parient sur ça, et le prix du pari, en réalité, il vaut du coup 180 balles. Ils sont prêts à parier 180 balles sur ce pari pour dire que ça va augmenter. Voilà. Mais si on prend déjà une option à 30 600, eh bien, cette option, elle vaut 230 balles, mais elle vaut 0 en fait. Voilà. Si elle clôturait maintenant, cette option vaut 0. Voilà. Et si elle monte à 31 000, elle vaudrait 400 balles. Voilà. Sauf que pour l'instant, eh bien, elle vaut 230. Donc les gens sont prêts à payer 230 000 pour un produit qui vaut 0, mais qui pourrait potentiellement dans 15 heures valoir par exemple voilà, 400 balles ou plus. Voilà. Le but, c'est de trouver des bons multiplicateurs. Imaginons le prix breakout, il va à 32 000. Une option qui vaut 30 500, eh bien, elle vaut 1500 à la clôture. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'il faut voir une option. C'est un peu un pari contre le temps. Et là, ça nous permet d'acheter un bitcoin pour le prix qui est désigné ici. Voilà. Donc, plus on va aller ici, et donc plus ces options vont avoir de la valeur. Hein. Si on prend un bitcoin à partir de 28 400, eh bien, dans tous les cas, alors on va prendre plutôt 600, ce sera plus simple pour les calculs. Cette option est censée valoir à peu près 2000. Pourquoi? Parce que le prix, il vaut 30 600, et là, on a une option à 28 600. Donc déjà, ce truc vaut 2000 balles de base. C'est son prix intrinsèque. Et là, combien il vaut? Eh bien, il vaut 2000 balles, en gros. Donc c'est comme ça qu'on voit les options. Donc là, ici, c'est à la hausse, et là, c'est à la baisse. Voilà. Il y a des gens qui sont prêts à payer 2 balles le Bitcoin en espérant que d'ici demain 15 heures, potentiellement, le Bitcoin pourrait chuter à 28 400. Voilà. Voilà. Il y a des gens qui sont prêts à faire ces paris-là, et c'est le prix que ça vaut. Bon, là, ça a 2 balles, mais vous voyez, celui-là, il vaut 40 centimes. C'est bizarre. Voilà. Bon, je ne vais pas vous expliquer tous les grecs, tous les trucs comme ça, parce qu'il y a plein de données, de machins. Ça, c'est pas important. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que le θ, c'est celui qui va régir la valeur temps. Voilà. Et comment marche du coup la valeur temps? C'est plus on va prendre loin dans le temps, et plus c'est cher, puisque c'est un pari contre le temps. Voilà. Si là, les gens sont prêts à payer 250 balles pour se dire que dans 15 heures, eh bien, le prix va monter, eh ben, si on augmente le temps, le prix va augmenter, ce qui est logique. Voilà. Si on prend là le 28, ça vaut
230, on va dire le 3500, ça vaut 280. Si on se met le 29, bon, forcément, il ne met pas le 500. Bon, ça vaut 360. Et si on augmente jusqu'au 14, ce même truc, il vaut 1100. Voilà. Donc là, on l'avait à 280. Et là, déjà, on l'a à 1100. Vous voyez 600. Et si on va encore plus loin, le même truc, il vaut ici 2000. Voilà. Tout simplement parce que là, on a 2 mois pour avoir raison. C'est-à-dire que si on a un Bitcoin à partir de 30 000 pendant 2 mois, si le prix il arrive à 40 000, ce truc, ça vaut 10 000 balles en fait. Donc là, les gens, ils sont prêts à se dire, ok, si jamais le truc, on pense qu'il va aller à 40 000, eh bien, je vais empocher 7 500 dollars si le prix arrive là-haut. Alors attention, il y a ça, mais c'est si jamais on laisse l'option se clôturer. Et il faut savoir que le prix, imaginons le prix, il est demain à 40 000, et bien non seulement cette option du coup elle sera placée par là parce qu'elle aura déjà un prix énorme, hein, elle vaudra déjà de l'argent, tout simplement que si on est à 30 000, à 40 000, elle vaudra déjà 10 000. Donc elle vaudra 10 000 plus la prime temps qu'il y aura là-bas. Donc c'est-à-dire que la prime temps, la prime temps, elle vaudra, je sais pas, on va partir du principe qu'elle vaut 2 000. Donc non seulement cette option, elle vaudra 10 000 de plus, mais elle vaudra encore la prime de temps. Donc on va dire, allez, 12 500. Voilà, c'est un chiffre un peu à l'arrache parce que ça, c'est lié à plein de trucs. C'est-à-dire que plus il va y avoir de volatilité et plus vous allez payer cher votre option. Voilà. Donc là, c'est vraiment pour les débutants. Pourquoi je précise ça? C'est que si le captain vous dit de prendre des options, voilà, ou il vous conseille de le faire plutôt, il ne va pas vous le dire, il va vous conseiller. Je vous explique comment marchent les options, les bases. Voilà. Là, je ne vais pas faire un cours sur les options au complet et je vous déconseille de les prendre de vous-même parce que ça va mal finir. Après, si jamais vous êtes curieux sur l'outil, ça va être un très bon outil pour l'avenir, mais c'est un outil très compliqué et dans la plupart des cas, et vraiment, je vous le dis vraiment, c'est que vous allez perdre énormément d'argent si jamais vous voulez commencer à miser gros sur les options sans les comprendre. C'est très difficile. Donc, l'avantage sur Delta, c'est que moi, quand j'ai commencé les options sur Deribit, sur OKEx, c'est pareil, j'étais obligé de prendre 0,1 contrat ou alors un contrat sur Ethereum. Je peux vous assurer que ça valait cher. Voilà, je payais 400 balles mon contrat pour faire des tests. C'est pas la même. Voilà. Alors que là, on est sur Delta, on peut prendre un contrat. Et un contrat, on peut commencer à partir de 1 dollar, je crois. Voilà. Donc, si vous voulez vous intéresser aux options, vous mettez 50 balles et puis vous testez avec des 1 dollar ou même des 30 centimes, hein, je crois qu'on peut, hein, selon les contrats. Mais on peut faire sur des toutes petites expirations. Sur des tout petits prix, etc. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Vous pouvez vous entraîner dessus. Mais évitez de rentrer avec du vrai argent sur des options comme ça si vous n'êtes pas formé. Même pour le hedging, etc. Très compliqué. Pourquoi est-ce que c'est compliqué? Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un pari contre le temps, mais il y a aussi un pari contre la volatilité. Pourquoi? Parce que le temps, plus on va avoir de temps, et plus ça va nous laisser du temps pour avoir raison. Mais en même temps, plus le prix est volatile, et plus il a des chances d'exploser aussi bien à la hausse qu'à la baisse. Voilà. Donc, ça amène au fait que, tout simplement, plus le prix est volatile et plus ça va être cher. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe quand on est sur un top de marché? Eh bien, le prix, il est extrêmement volatile. Voilà. Si on revient sur Bitcoin, là, par exemple, voilà, dès qu'on est sur des tops de marché, on a vraiment des phases explosives ici, voilà. Et imaginons, voilà, on a le prix vient d'exploser. Donc là, je peux vous assurer que la volatilité est au max, là. Là, les options, elles coûtent une fortune, voilà. Imaginons, vous avez bien timé le top ici, vous prenez un put option là, sur une durée de 1 mois. Et bien voilà, sur 1 mois, vous avez gagné 0. Voilà, vous avez payé une prime énorme et vous allez gagner 0. Voilà, l'endroit où le put option va être intéressant, c'est ici. Alors, forcément, après coup, ça paraît simple, mais il y a 2 raisons qui font qu'ici, c'est intéressant. Alors, la première, c'est qu'on est déjà mieux placé, hein, évidemment. Donc, on va moins payer le temps, hein, parce que le temps, il coûte cher. Et de 2, ici, il y a eu une contraction de la volatilité. Il y a eu moins de volatilité, donc s'il y a moins de volatilité, l'option coûte moins cher. Donc, il y a 2 facteurs qui sont importants. On est mieux placé.
on est plus tard, donc on va pouvoir payer moins cher. Et en plus de ça, il y a une réduction de la volatilité. Donc, s'il y a une réduction de la volatilité, forcément, l'option coûte moins cher. Donc, voilà, le risque, c'est ça. C'est que si jamais vous achetez une option en pensant que là, c'est le top, eh bien, vous allez uniquement perdre de l'argent, à moins que vous clôturiez ici, en fait. Voilà. Les options, vous pouvez soit les laisser les expirer, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, soit les clôturer vous-même au marché. C'est-à-dire qu'il y a un acheteur et un vendeur, bah, vous pouvez très bien les revendre, hein, tout simplement. Euh, Donc voilà. Comment savoir quand est-ce que mon option, eh bien, elle va être rentable? Donc ça, c'est la deuxième chose à savoir. C'est tout bête. On prend une option là, 30 800. Eh bien, vous ajoutez le prix ici que vous allez payer. Donc là, si vous l'achetez au marché, on va dire 300. Eh bien, votre option, elle va commencer à gagner 1 dollar à partir de 31 100. Voilà, vous ajoutez 30 800 et 300. Votre option va gagner 1 dollar à partir de 31 300. Voilà, en dessous, c'est tout perdant. C'est-à-dire que vous gagnez 0 dollar, même si le prix clôture à 30 000, 31 000. Voilà. Y en a qui pensent que j'achète une option au max. Là, bon, je vais prendre par exemple un peu plus tard, 14 juillet. Là. J'achète une option à 40 000, là, 39 000. Le prix, il monte, mon option va forcément augmenter. Bah non, mon option va augmenter si le prix, il dépasse les 40 000. Alors, la réalité, c'est que, voilà, plus le prix va monter, et plus les gens vont dire, OK, d'un point de vue spéculatif, j'ai de plus en plus de chances que le prix, il aille à 39 000. Donc, le prix va augmenter au fur et à mesure, etc., comme on peut voir sur les calls ici. C'est-à-dire que plus on va descendre, et plus le prix, il est bas, mais plus on va dire que le prix va augmenter là, et plus on va se retrouver avec la borne grise là qui va monter, et donc le prix qui est là de 1100, il va se retrouver ici. Si jamais on a 33 000, le prix de 1100, eh ben, il va être ici, grosso modo, voilà. Donc plus on va monter en prix, et plus notre option va monter de prix, mais c'est pas sûr que on finisse en positif. C'est-à-dire que peut-être cette option-là, le prix il va pump, et puis il va s'arrêter à 38 500. Eh bien, celui qui a acheté une option à 39 000, même si le prix il a acheté 50 et qu'il l'a acheté il y a super loin et qu'on arrive ici, eh ben, si à la fin le prix il clôture sous les 39 000, vu qu'une option c'est un bitcoin à partir de 39 000, eh ben, son option en prix intrinsèque à la fin elle vaut 0. Voilà. Voilà. Donc, pour résumer, pour savoir quand vous allez gagner de l'argent, eh bien vous prenez ce prix, vous ajoutez celui-là. Donc là, ça fait que si vous prenez ce call option, vous gagnez 1 dollar à partir de 32 000. Et vous avez 16 jours pour avoir raison. C'est comme ça qu'on fait avec les options. Voilà, je pense que j'ai tout dit sur les options. Alors, ce qu'on gagne concrètement, c'est quoi? Alors, d'un point de vue fondamental, les options, en fait, ça te donne le droit d'acheter une option à 30 500. Ça te donne le droit. Donc, techniquement, tu n'es pas obligé de le faire, hein, mais ça te donne le droit d'acheter une option à tel prix, à tel moment. Donc, si tu as le droit d'acheter une option à 30 500 alors que le prix il est à 37 000, bah en fait tu l'achètes et tu le revends. Sauf que bon, la plateforme elle te fait pas chier avec ça. Elle te prend directement le prix, elle te met un PNL, elle te dit bah voilà, t'as gagné, si on est à 35 500, bah t'as gagné 5 000 balles, voilà, parce que le prix il est monté de 5 000, donc t'as gagné 5 000 balles, mais t'as payé 1 000 balles pour l'acheter ton option, donc t'as gagné machin, voilà. T'as gagné tant d'argent. Voilà, il te fait un PNL. Là, il te fait un calcul avec des dérivés, tout ça. Mais si on prend dans le monde classique, c'est-à-dire qu'on prenait des options à la base pour acheter du blé, tout ça, c'était un peu différent. D'ailleurs, il y a une très bonne vidéo qui a été postée sur ça il n'y a pas longtemps. C'était... putain, je sais plus où. Option Engine, ouais, c'était ça, là. Ça, c'était super intéressant. Voilà, si jamais vous avez envie de comprendre un peu plus les options, ça explique un peu bien, enfin un peu mieux, pardon, comment ça marche. Bon, de toute façon, on arrive à la fin, hein, mais on arrive à la fin là. Le meilleur moment pour acheter une option, c'est quand le shop il est chargé et qu'on a déjà eu une petite consolidation. Alors, à noter que voilà, on n'est jamais à l'abri d'avoir un top parabolique. Voilà, moi j'ai toujours cette idée en tête qu'on va avoir un top parabolique comme ça là. Voilà, peut-être que ça n'arrivera pas, mais si on a un top parabolique, bah en vrai, le meilleur moyen pour acheter l'option c'est là. Mais en même temps, à ce moment-là, tes options vont coûter une fortune.
Sauf que imagine, le prix fait ça et il refait un pullback ici plus tard, et ben là, t'es niqué, quoi. C'est-à-dire que même ton option, imagine, tu l'achètes ici, là, le prix, il arrive ici plus tard, ça se trouve, t'as même pas gagné d'argent, parce que t'as payé tellement cher en prime ici, que ça se trouve, tu vas même pas gagner. C'est pour ça que je dis que si vous êtes débutant, mettez pas trop d'argent dessus si vous ne savez pas ce que vous faites. Il n'empêche là que le Captain, il partage des calls sur Ethereum. Je pense que c'est pas une mauvaise, c'est pas une connerie de poser un petit billet. Voilà. En toute transparence, je peux montrer mon compte sur Delta. Voilà. Moi, j'ai pris des options sur Ethereum, des calls. Alors, en vrai, j'aurais dû prendre moitié Ethereum, moitié Bitcoin. Bon, j'ai fait que des Ethereum, bon, c'est pas grave. Donc là, il y en a qui datent d'un petit peu longtemps. Je l'ai acheté beaucoup plus bas, moi, hein, donc je l'ai acheté ici, là. Donc voilà, il y a déjà un avantage, mais regardez, même avec un avantage comme ça, les trucs n'ont pas non plus pris des milliers d'argent en valeur, quoi. Et j'ai pris des Ethereum. Alors, moi, je les ai pris, du coup, pour juin et juillet, ce qui me laisse pour... j'ai pris quand 28, 08 et 07. Voilà, en gros, je me suis laissé voilà, moitié juillet, moitié août. Voilà. Ça me laisse en gros 1 mois et 3 jours et 2 mois et 3 jours. Voilà. Donc j'ai pris moitié de l'un, moitié de l'autre. Donc là, je vais gagner de l'argent si le prix de l'Ethereum repasse au-dessus des 2100. Voilà. Et évidemment, plus on va la prendre bas, et moins ça va coûter cher. Mais en même temps, moins on a de chances que ça arrive. Voilà. Donc là, c'est-à-dire que si on le prend ici, on paye 70, et là, on gagne de l'argent si le prix il passe au-dessus de 2100. Mais si on le prend ici à 50, bah, on voit que c'est 20 balles moins cher. Mais en même temps, si jamais le prix il va beaucoup plus haut, eh ben, on va gagner 80 de moins. Donc voilà, c'est un savant mélange à trouver. Faut pas le prendre trop loin, parce que si on le prend trop loin, voilà, ok, ça coûte 16 balles, hein, ça donne envie. Mais même si, imaginons, le prix il va à 3100 ou à 3000, cette option elle vaudra 300. Donc ouais, c'est super, on a fait un PNL de dingue. On n'a pas changé 15 balles en 300, donc ça fait x20. Mais en réalité, vous avez gagné 300 balles. Alors que si jamais vous le prenez ici et que le prix va à 3000, bah là, vous allez gagner, en gros, cette option elle vaudra 900. Euh, et vous l'aurez acheté 70. Voilà, donc là, ça fait un x10. Donc là, si le prix il va à 3000, donc là, le prix fait x20, donc ça paraît bien sur le papier, mais il a beaucoup moins de chances d'arriver, alors que là, ici, il va faire x10. Voilà. Donc voilà, c'est toujours compliqué, et soit vous choisissez un certain nombre de temps, euh, moyen ou court terme. Voilà. Je vous déconseille de faire du court terme, c'est très compliqué. C'est très difficile. Même on a eu chez Captain Trading un mec qui tradait les options et qui avait vraiment du capital, hein, on parle en millions, je crois. Hein. Il a dit j'ai arrêté de faire des options court terme hein, parce que c'est très difficile. Voilà, donc soit vous maîtrisez un minimum, soit vous ne faites pas du tout. Voilà. Moi, je peux vous dire, hein, les options, j'en ai perdu de là-dessus avant de comprendre un peu comment ça marche. Hein. Et j'avais pas de tuto comme moi qui pouvait vous l'expliquer. Donc voilà, vous pouvez faire des tests avec 1 euro, je vous le redis, c'est très bien. Si jamais vous avez envie de vous exposer à l'Ethereum, c'est très bien aussi. Les options, j'ai oublié d'en parler, elles ont un gros avantage, c'est que ça vous permet de mettre du levier sans risque de liquidation. C'est-à-dire que si le prix il descend à 1500 et qu'il repump derrière, votre option, elle vaut toujours de l'argent. Alors que si vous mettez des futurs en levier, eh bien vous allez perdre beaucoup plus cher, voilà. Parce que là, ça permet en réalité d'avoir un Ethereum pour 70 balles. Bon, un Ethereum à partir de 2100, mais c'est quand même un Ethereum, voilà. Qui peut se permettre d'avoir un Ethereum pour 70 balles, voilà. Ça fait un levier, par exemple, ici de par 70, voilà. Ça fait un levier 30, voilà, à peu près. Ça fait un levier 30, mais c'est un levier 30 qui fonctionne que à partir de 2100, voilà. Donc c'est intéressant, voilà. Du coup, pour moi, tac tac, ouais, acheter, parler du stratégie builder. J'en ai un peu parlé, mais c'est vrai que je ne l'ai pas montré avec des graphiques. Oui, je peux le montrer avec des graphiques. Alors, juste pour voir si je termine en short là ou pas. Ah, ça a l'air pas mal. Hein. Je vais peut-être pas finir au McDo.
Alors, stratégie builder, je crois que c'est là-dedans. Hop là. Donc ça, c'est stratégie builder. Ça vous permet tout simplement de tester vos stratégies avec des graphiques. Donc là, vous choisissez ici, là-dedans, les options, ce que vous voulez faire, et à côté, vous avez des graphiques. Voilà. Donc là, on va prendre, je crois qu'on est dans Ethereum, là. J'arrive jamais à trouver comment on change d'actif. Bon, là, c'est Ethereum, c'est OK. Donc là, on choisit la durée. Donc là, on va prendre, par exemple, 31 jours. Et si vous prenez un call ici, alors moi, je fais un trade virtuel, hein, hop. On va regarder la courbe que ça a. Voilà. Donc, c'est pas compliqué. Il y a deux courbes ici. Donc, il y a le prix intrinsèque, donc le prix que vaut vraiment l'option, et le prix spéculatif. Voilà. Donc, tout simplement, ici, l'option, si on l'achète et qu'elle vaut, je crois qu'on a pris 2100, eh bien, l'option, à partir de 2100, ouais, là, bon, je sais pas pourquoi ça, si, voilà, pile sur 2100, là, eh bien, à partir de là, elle vaut 0. Et à partir de 2100, tout ce qui est au-dessus, ça vaut de la thune. Voilà, c'est la courbe noire. Et au-dessus, en vert, c'est le prix spéculatif. Donc, il faut savoir que le prix spéculatif, il est lié au temps. Et que plus le temps va passer, et plus les courbes vont se rapprocher ici. Voilà. Donc à ce niveau-là, voilà, ça c'est toujours savoir que plus le temps passe et plus, eh bien, ça perd de la valeur, voilà. Et plus on va s'approcher du trait noir. Donc ça c'est toujours bien de l'avoir en tête. Voilà. Donc un call ici, voilà, tant qu'on n'a pas en payant le prix du call, hein, donc comme on rappelle, on revient sur les 2100. Les 2100, je sais plus, je crois que j'ai pris celui-là. Les 2100, ici, il faut payer 35. Et donc, c'est normal que ici, eh bien, il faut rajouter 35 de prix. Voilà. Voilà, je crois qu'il m'a mis plus. Attends, j'ai pris lequel? Bon, j'ai pas pris la même expression, mais bon, bref. On va dire que c'était 35. Voilà, il faudrait rajouter 35 de plus pour que le truc vale au moins 1 dollar. Donc, la différence, c'est entre ici, les 2000. Bon, là, ça doit être 100 de prime. Et là, voilà. Là, il y a 100 de prime, en gros, à peu près. Voilà. Donc là, c'est perdant à partir de là. Donc, tout ce qui est en dessous de... enfin, avec le prix spéculatif, mais avec le prix intrinsèque, tout ce qui est en dessous de 2100, c'est perdant. Et donc là, on a un graphe qui est quand même qui est comme ça. Voilà. Après, on peut s'amuser à mélanger plusieurs stratégies, comme par exemple, c'est le Captain, il parle des stratégies Strangle et l'autre, là, j'ai oublié son nom. Voilà, c'est quand on prend un de chaque, par exemple. Alors, pourquoi il me l'a supprimé? Ah, parce qu'il m'a... Ok. Hop, 31. Si on prend un de chaque côté, par exemple, hop là, eh bien, ça nous fait un graphe qui est complètement différent. Alors, et qui est pas ça là. Ah oui, ok, parce qu'il m'en a mis plein. Bon, une seconde. Hop, 31. Ah. Donc de ce côté-là, c'est les calls et de ce côté-là, c'est les puts. Hein. Donc en gros, les calls, c'est des longues et les puts, c'est des shorts. Et pourquoi il marche pas? Call, put. Il y a un truc que je comprends pas ou que j'ai raté là. Bon, les amis, je comprends pas ce qui se passe. C'est pas censé me faire ça. C'est censé me faire une courbe comme ça en fait. Alors, je sais pas pourquoi ça fait ça. Normalement, la courbe normale, je vais la dessiner. Ça fait genre ça quoi. Hop là. Et on a l'autre en dessous, comme ça. Voilà. Et en fait, du coup, c'est toutes les zones où c'est rentable. En fait, là, en fait, on serait perdant ici. Voilà. Et tout là, on serait rentable. C'est-à-dire que, ouais, on paye 2 fois la prime, mais vu que la prime, elle peut facilement faire des 200, des 300, des 500%, la plupart des options vont terminer perdantes, mais de temps en temps, voilà, elles vont payer, quoi. Et du coup, c'est là où, auquel, si jamais, eh bien, on fait 500%, à partir de 200%, on va dire,
eh bien, on est rentable parce que tout ce qui dépasse les 200%, ça paye le côté put et le côté call. Et du coup, ça paye tout, quoi. Alors, je sais pas pourquoi ça marche pas. Je sais pas si j'ai raté un truc. Donc voilà, là, vous pouvez du coup dessiner vos stratégies. Il va y avoir un bug là, je pense, hein. Si je mets un. Bon, des fois, ça me fatigue les logiciels comme ça. Je sais pas pourquoi ça marche pas. Bon, bref. Donc voilà. À noter aussi que quand vous prenez des put options, vous payez, si jamais vous voulez vous hedger, alors il y a un webinaire complet sur ça, mais quoi qu'il en soit, vous payez une assurance. C'est-à-dire que même si, admettons, le prix il passe de 2000 à 1000, vous gagnez 1000, donc vous avez hedgé votre spot pour tout ça. Mais quoi qu'il en soit, ça n'empêchera pas que vous allez payer 168, donc c'est quand même quasiment 10% du prix. Vous allez quand même, que vous ayez raison ou tort, vous êtes protégé, mais vous payez quand même, bon là c'est 15%, voilà 17% du prix, vous payez malgré tout 17% du prix pour prendre cette option. Donc voilà, quand vous faites de façon spéculative, eh bien, voilà, vous savez ce que vous risquez, vous savez ce que vous gagnez, etc. Quand vous faites du hedging, prenez en compte que quand vous prenez une assurance, eh bien, il faut payer cette assurance. Voilà. Bah ouais, je peux faire clear, mais je sais pas pourquoi ça bug, hein. Et aussi, un autre détail, vous amusez pas à vendre des options. Voilà, ça c'est vraiment un travail de professionnel. Mais quand je dis des professionnels, c'est pas nous, c'est genre les market makers, les trucs comme ça. Bon, après, si jamais vous devenez vraiment bon, vous pourrez le faire, mais là, c'est pas du tout d'actualité, hein. Bah non, tu vois, ça marche pas, hein, c'est pas censé faire ça. Enfin, à moins que j'ai loupé un truc, mais tu vois, regarde, il les compte pas là. Ah, ok, c'est parce qu'il prenait mes positions à moi, ce con. Ok. Voilà, bon, bah, ça ressemble à ça, les strangles. Voilà. Donc là, on est perdant. Il me saoule avec les dessins là. On a screen. Bon. Là, on est perdant tout là, et tous ces endroits-là. On va être gagnant dans le prix spéculatif là et sur la clôture. Donc, plus le temps va se rapprocher et plus la courbe va être au milieu, et ben, on va être gagnant dans toutes ces zones-là en fait. Voilà. Et ça, c'est des zones auxquelles on va gagner de l'argent. Voilà. Donc ça, c'est des stratégies qui peuvent paraître intéressantes, mais il faut savoir que, comme le sait très bien notre ami Range, le marché range la plupart du temps, ce qui fait que les options sont la plupart du temps perdantes dans les ranges, c'est là où elles perdent le plus de valeur. Et tout simplement, la plupart des gens qui achètent des options se retrouvent eh bien, perdantes. Voilà. Donc il y a une minorité de gagnants dans les options, mais quand ça gagne, ça fait des gros multiples. C'est-à-dire que souvent, voilà, il y a des moments où il n'y a pas de volatilité, etc. Et puis celui qui a acheté une option ici pour beaucoup plus tard, bah, quand le prix il fait je sais pas, des énormes multiplicatifs 50%, etc., bah là son option elle peut faire x10 x15 x20, tu vois. En fait c'est là où tu vas faire des gros chiffres, mais il faut savoir que quand une fois elle fait x20, peut-être que 15 fois elle va faire 0, quoi. Et quand je dis 0, c'est 0, le truc il vaut plus rien à la fin, quoi. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur tout ça? Je pense que là j'ai fait une session un peu complète. Je referai des sessions sur les options. Je vous ferai une session complète sur les open interest, mais là j'ai voulu faire un peu de tout. Est-ce que les habitués, vous avez appris des trucs quand même ou pas? Je pense que les options, là je les ai expliquées de façon claire. La première fois que j'ai expliqué les options, je peux vous assurer que c'était pas la même, hein.
Là, je peux pas faire, je peux pas faire plus clair sur les options, vraiment. En vrai, pour les bases, regardez-les à nouveau parce que sincèrement, je peux pas faire plus clair là. C'est difficile. Après, si vous voulez, bah, vous pouvez refaire les options. J'ai refait du coup la vidéo que j'avais fait sur les options. Ah, bon, à l'époque, c'était moins clair, hein. C'était moins clair qu'aujourd'hui, mais j'ai passé plus de temps pour expliquer en boucle, etc. Voilà. Donc, parce que à ce moment-là, qu'est-ce que vous comprenez pas dans les options? Voilà. Moi, je peux compléter, mais il faut me poser des questions, sinon je vais avoir du mal à répondre. Tu vois. Je pense que vraiment le plus important à comprendre dans les options, c'est quand tu achètes une option à 31 000, c'est que tu as un bitcoin à partir de 31 000. Voilà. Donc soit tu l'as côté long, soit côté short. Ensuite, tu réduis le prix que tu as payé. Donc tu sais que ton option, elle est rentable à partir de 32 000. Voilà. Je peux pas expliquer plus simplement une option que comme ça en fait. Ah ouais, on peut trader sur compte démo, je savais pas. Mais en vrai, sur Delta, tu trades avec 20 balles, tu peux faire des trucs où tu mises 15 centimes. Hein, donc voilà. Bah ouais, ouais, les options, je vous dis, moi j'ai perdu beaucoup d'argent avant de comprendre. Hein, donc, et je parle de milliers d'euros, quoi. Voilà. Quand j'étais dans le premier bull run, j'avais mis un peu d'argent au début, j'ai gagné beaucoup. C'est presque de l'argent magique qui tombe du ciel. Euh, C'est-à-dire qu'on n'a pas trop la notion de l'argent, quoi. Je veux dire, miser 400 balles sur une option, on sait pas ce que ça fait, allez hop, ça y va, quoi. Bon, là, sur Delta, vous pouvez le faire avec 1 euro. Je vous invite à essayer, parce que justement, c'est compliqué les options. Mais si vous faites des tests, bah, vous allez comprendre un peu mieux comment ça marche, quoi. Donc évidemment, voilà, quand je dis que on achète un Bitcoin à 31 000, à la fin, s'il est à 32 000, il vaut 1000 dollars. Bon, moins la prime, là, du coup, ça vaudrait 0 à 32 000. Donc à 33 000, ça vaudrait 1000. Ça, d'accord. Mais oui, déjà, vous pouvez revendre pour gagner la prime en plus. Voilà, donc plus le temps va passer et plus la prime va baisser en valeur. Regardez, on a les charts comme ça là. Alors, je sais pas si ça va être significatif. Bon, ah oui, forcément, ça c'est un graphe de merde. Euh, on va prendre le 30 juin par exemple. Si on met un daily, il va. Quoi? Attends, quoi? Hey! Pourquoi tu me fais ça? Euh, Ah oui, puisque c'est expiration, ça doit être le. Bah non. Hey! Pourquoi tu me fais ça? Bon, c'est pas grave, on va prendre le 28. Chart. Voilà. Regardez, ça c'est typique d'une option. Voilà. Regardez. Et là, on est sur un call, donc un put à l'achat. Voilà. Le θ. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Là, on parle du 5 mai au 17 juin. Donc on va reprendre les graphes. On va juste checker le prix pour savoir. Ok. On reprend du 5 mai. Donc j'imagine que c'est à partir de là. Avril, non, c'est là. Voilà. Donc de ici jusque là, en gros, le 15 juin. Là, hein, 15 juin, voilà. Donc de là jusque là, le prix, en vrai, il n'a pas trop baissé. Bon, il a baissé un peu, mais voilà. Alors que l'option, elle a perdu 91% de sa valeur. Voilà. Tout simplement parce que cette option, qui est un call à partir de 30 000, donc là, on a atteint les 30 000 hein, sur Bitcoin. Hein, voilà, on y est. Tout simplement, et bien, tant qu'on n'est pas à 30 000 plus la prime, donc on va dire 30 000, 31 000, cette option, elle vaut 0. 0, 0, 0. Donc là, d'ailleurs, même jusqu'à demain, ça se trouve, les mecs, et voilà, cette option, elle a pris de la valeur.
Mais si demain, c'est ça que ça clôture, ouais, c'est demain, c'est le 28. Attends, ouais, c'est ça, hein. Ah oui, non, ça c'est dans un mois, pardon. Ouais, voilà, ça c'est dans un mois. Donc dans un mois et un jour, là, si dans un mois et un jour, elle clôture au-dessus des 31 000, le mec va gagner de l'argent. Mais sinon, cette option, elle vaut zéro. Donc voilà, le truc, rien qu'avec le temps qui passe, le truc perd énormément d'argent, quoi. Il perd 91% de sa valeur sur un prix qui a en réalité baissé de, pour rappel, donc entre là et là, 15%. On n'est pas du 15% sur le prix, mais 91% sur les options. Voilà. Et si le prix n'était pas remonté, cette option vaudrait zéro. Donc tout simplement, voilà, c'est ça que c'est compliqué. Il y a la volatilité qui fait augmenter le prix. D'ailleurs, là, on est. Est-ce qu'on est plus haut là? On n'est pas plus haut, mais on n'est pas très loin du niveau là, hein. Voilà. Et on remarque quoi? Que le prix, il a quand même baissé, voilà, de 30%. Voilà. C'est pour ça que les options, il vaut mieux les revendre dans la force parce que la volatilité fait que ton option va là plus cher. Parce que vu que c'est volatile, le marché dit bah les options coûtent plus cher. Voilà. Ce qui est logique parce que d'ailleurs, tu peux même utiliser une option à la baisse pour parier à la hausse en fait. Ça te permet de faire avoir des risques minimum. Enfin bref, tu as des techniques comme ça. Ce qui fait que de toute façon, dans les deux sens, tes options vont valoir beaucoup plus cher quand le prix il explose. Voilà. Et ça, du coup, c'est ça qui fait que quand on est sur un top, même si le prix eh bien, il stabilise, d'un coup, ton prix il va baisser. Quoi. Et ça, si on le regarde en heure, voilà. Dès que le prix il stabilise, d'un coup, le prix il chute très fortement à la baisse. Voilà. Donc là, si tu arrives à le vendre sur les tops comme ça, là, que tu sens que c'est un top, là, tu vends ici, tu te fais plaisir. Hein, parce que même là, pour le coup, en scalping, tu peux te faire plaisir. Après, voilà, en scalping, ça implique de shorter une option. Et là, non, il faut éviter. Voilà. Parce que si tu shortes une option, si ça break out, là, tu vas te faire plaisir sur ta liquidation. Hein, parce que t'es pas prêt. Hein. Imagine ton prix, il passe. On va juste faire le calcul. Hein. Ton prix, tu l'as acheté une option à 30 000, à 31 000, tu le vends, donc t'encaisses, on va dire 2000. À l'époque, ça devait valoir 2000, je crois. Hein. Tu vas me le remettre. Voilà, 2500. Voilà. Donc si tu le vends cher, hein, 2500. Voilà. T'es bien, hein, voilà. Si tu arrives à le vendre, tu as 2500. Si jamais le prix ne clôture pas au-dessus des 31 000, toi, il vend l'option, tu gagnes 2500. Donc c'est quand même pas mal. Par contre, admettons, on a pris 30 000, le prix, il finit à 35 000. Voilà. Eh bien, ton option, elle vaut 5 000. Donc là, tu perds 2500 balles. Mais si ton option, elle finit à 40 000, bah là, tu payes 7 500 balles. Voilà. Parce que tu as quand même touché les 2500 de prime. Voilà. Moi, je fais plus trop les contrats move. Ceux d'FTX, c'était bien, mais malheureusement, on s'est fait FTXed. Donc, du coup, bah, les contrats move, ils peuvent être intéressants. Je sais pas, je m'en sers plus trop. Donc, je préfère à la limite faire des straddles. Pourquoi pas? En vrai, c'est un peu la même chose. Hein. Le contrat move, pour ceux qui savent pas, c'est un dérivé d'un dérivé. Quoi. C'est un dérivé des options, quoi. Et ça permet de faire à la fois ça fait un straddle en fait. Ça fait ça en fait. Un contrat move, en gros, c'est ça. Et si jamais le prix il clôture à zéro pile, eh ben on perd tout. En fait, si jamais on va dire on achète un move, ah, c'est pas très bon ça. Hein. Si on achète un move ici à expiration, donc au début de la journée, il est à 30 600. Si le prix il monte à 31 600, on gagne 1000. Si le prix il descend à 31 600, à 29 600, on gagne 1000. Et si jamais ça descend encore plus, on gagne 2000, 3000, etc. Mais si le prix à la fin de la journée il clôture pile là où on est, donc 30 600, en termes de volatilité, donc en mouvement, on a zéro. Donc le prix à la fin de la journée, c'est zéro. Euh, Bah, les contrats move, ils ont aussi une expiration. C'est-à-dire que les contrats move, bah, ils expirent un jour, une semaine, etc. C'est à toi de voir. Moi, je n'utilise plus trop les moves sur Delta, bof bof. On les utilisait beaucoup sur FTX, maintenant on s'en sert plus. Voilà, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est à toi de voir.
Moi, je préfère les options en ce moment, mais les moves en général, tu perds moins quand même parce que tu peux quand même le trader. À la fin, ça termine pas à zéro. Alors que les options, ça termine à zéro, quoi. Enfin, ça peut terminer à zéro, c'est rare que ça termine à zéro. Ouais, non, il n'y a pas beaucoup de liquidité, c'est clair. Et faut savoir aussi que les moves, alors c'était comme ça sur FTX, je sais pas comment c'est sur Delta, mais les moves sur FTX, tu pariais contre le casino. Donc le casino, c'était FTX. C'est vrai que si jamais il y avait des gains, c'était pour eux. S'il y avait des pertes, c'était contre eux. Bon, ils ne trichaient pas là-dessus, mais voilà, faut savoir que du coup, il y a des frais en market qui sont délirants, quoi. C'est genre tu payes, je sais plus, genre pour parier 50 balles, tu payais 3 euros ou 4 euros de frais, tu vois, c'était abusé, quoi. Du coup, vu que tu paries contre FTX, enfin ou Delta, eux ils prennent des frais de malade en fait. Donc voilà, faut le savoir ça. Salut Nathanaël, tu arrives sur la fin. Rassure-toi, il y a un replay. Et ce live était, je pense, assez qualitatif. Les options, c'était un peu complexe, j'ai cru comprendre, mais je pense que si vous regardez à nouveau, peut-être que vous comprendrez mieux. Faites des tests et ça passera. Mais si jamais moi de toute façon, je le redis, hein, je vous déconseille si vous êtes débutant de trader de votre côté avec les options. Par contre, bah, si Captain il vous dit bah tiens prenez un call, c'est peut-être pas mal, bah au moins vous savez le faire et vous comprenez au moins les bases avec ça. Là, je vous ai donné toutes les bases pour pouvoir comprendre quand même comment utiliser les options, quoi. Comprendre, savoir lire le tableau, un peu tout ça. Enfin, j'espère quand même que ça vous a éclairé, mais je pense avoir fait mon devoir là-dessus. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Je poste le replay tout à l'heure et il y aura 2 heures à chaque fois pour que ce soit mis en HD, donc voilà, faut s'y attendre. Ok, bah bonne soirée à toi, ouais. Bah si vous avez les dernières questions, c'est maintenant, sinon bah je pense qu'on va clôturer là. En tout cas, on peut voir un truc qui a l'air de faire plaisir. Alors c'est pas encore réintégré, mais il y a de la réaction, hein. Là, il a envie de faire une déviation ici. D'ailleurs, voilà, c'est là que c'est piégeux, hein. La déviation, c'est la taille du range, le truc, quoi. Donc, bon. Mais il a l'air de vouloir réintégrer là, hein. On n'y est pas encore, mais s'il réintègre, je veux pas trop me mouiller, mais ça sent bon quand même. Ça sent plutôt bon. Ethereum, bon, Ethereum, il n'a pas encore réintégré, par contre, lui, hein, il est encore un peu loin. Mais je pense que de toute façon, que ce soit Bitcoin ou Ethereum, suffit qu'un des deux parte et l'autre il va suivre, hein. On est toujours un peu inquiet sur est-ce que bull run, pas bull run ou quoi. Si un des deux part, c'est bon, hein. Moi, je touche plus à rien après. Mais tant qu'il n'y en a aucun des deux qui sont partis, on est toujours un peu dans l'incertitude, hein. On est toujours dans une tendance haussière. Il y a de plus en plus de gens qui arrivent sur les cryptos, etc. Ça devient exponentiel. On a regardé sur Google Trend, etc. Mais on n'est jamais à l'abri d'un pullback plus profond, hein. Voilà, on parle. Si vous n'avez pas de levier, que vous êtes en spot, franchement, je pense qu'on s'en fout. Mais si jamais il y a vraiment des mauvais signaux, etc., qu'on commence à corriger à la baisse, ben, on sera là pour vous le dire, faites attention, quoi. Mais si vous êtes surexposé, on n'est jamais à l'abri. La EMA 200 sert toujours d'excellent support en 15 minutes. On a tapé pile poil dessus. Et sur Ethereum, on a tapé pile poil la EMA 100 juste ici, là, sur le support là. Là, il était beau. EMA 200, c'est très très utile quand on trade les tendances en fait. Quand on est dans un range, etc., ça sert un peu à rien. Mais dans les tendances, c'est assez pertinent, je trouve. Le Captain ne s'en sert pas, mais moi je m'en sers de plus en plus.
Ah, on a toujours pas réintégré, hein. Ça essaye en tout cas, hein. Bah, c'est impossible d'avoir des options avec le prix plus faible que le prix théorique, parce que c'est en général, c'est le prix minimum, tu vois. Genre, tu peux pas vraiment avoir un mec qui va te la vendre moins cher que ça vaut, ou alors c'est un pigeon, tu vois. Genre, il va te donner une pièce de 2 euros, il te dit, bah tiens, je te la vends 1 euro, tu vois, c'est pareil. Dans la finance, ça n'existe pas parce que t'as les. T'as forcément, s'il y a des couillons qui vendent comme ça, t'as forcément des bots qui vont te l'acheter en une seconde, voire même l'exchange directement, j'en sais rien, hein. Je sais pas à quel point les exchanges sont impliqués, mais je pense que s'il y a des gens qui font ça, voilà. Mais dans tous les cas, je dis ça, mais c'est pas censé arriver parce que quoi qu'il en soit, tu as déjà des ordres limites avec des acheteurs qui se positionnent. Donc les market makers qui sont là déjà pour se positionner et te proposer du coup des achats sur toutes les expirations, tu vois. Donc si jamais tu veux vendre ton option, tu peux la vendre n'importe quand. Il faut savoir juste que tu as toujours une prime qui est existante. Regarde, si tu reprends... alors ici, ça va, mais tu vois, tu prends une expiration, on va dire, un peu courte. Là, entre 18 et 19, on parle quand même d'une augmentation qui est conséquente, tu vois. C'est en termes de pourcentage, tu payes pas du tout pareil là. Ça fait quasiment 4-5%, je crois, voilà, un truc comme ça, voilà. Donc tu payes 5% en plus si jamais tu veux scalper, c'est mort. Tout simplement parce qu'il n'y a pas non plus énormément de liquidité et que du coup, bah, ils prennent une petite marge pour pouvoir te proposer le market making, tu vois. Et du coup, si jamais bah, tu vends ou t'achètes, t'as toujours un mec qui est là pour te l'acheter, tu vois. Même un truc pourri qui a aucune chance de se passer, t'as toujours un mec qui te le propose pour un centime, tu vois, en mode on sait jamais quoi. Si tu veux t'amuser, tu peux essayer de les shorter pour essayer de gagner un centime. Mais sache que tu fais ça et il suffit qu'une seule fois le prix il corrige jusque-là et là tu te fais exploser, quoi. Tu te fais liquider ton compte. Donc voilà. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, je vais couper. Bon, bah j'en déduis bonne soirée la team. Ciao. Bonne soirée à la team. Ciao, ciao.